Je vais vous inviter à prendre place pour cette session qui va être consacrée aux infirmiers en cancérologie, puisque nous l'avons tous vu, la crise que traverse le monde de la santé a particulièrement mis en lumière le rôle et l'importance de ces infirmiers. Au cours des 2 heures qui vont suivre, nous allons aborder toute la richesse de cet exercice avec un renforcement de la multidisciplinarité, des coopérations ville-hôpital qui progressent et également des innovations technologiques, organisationnelles, managériales. Nous allons évoquer tous ces sujets avec, je vous demande d'accueillir Marc Ichou, directeur général de l'Institut du cancer de Montpellier. Vous êtes également vice-président d'Unicancer. Bienvenue professeur, on vous applaudit, on est ravis de vous avoir parmi nous. Et monsieur François Bérard, qui est directeur général adjoint du CHU de Montpellier. Bonjour monsieur Bérard, je vous invite également à prendre place. Et peut-être, asseyez-vous, je vous en prie, peut-être avant de démarrer notre table ronde, quelques propos introductif sur effectivement l'importance des infirmiers en cancérologie. Marc Ichou. Oui. Voilà. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci au point d'organiser cette fabuleuse réunion Futurapolis chaque année. Donc là, on va faire une table ronde à destination des infirmières en formation ou déjà installées, pour évoquer les nouveaux métiers d'infirmière en cancérologie. On vit actuellement une période un petit peu difficile, tout le monde le constate, sur une sorte de crise du sens des soignants. Et je pense que vraiment la cancérologie est un exemple tout à fait intéressant pour retrouver ce sens du soin à travers l'évolution vers de nouveaux métiers. La cancérologie est un exemple déjà de pluridisciplinarité. Vous savez que maintenant, en termes de prise en charge médicale, nous sommes toujours dans des réunions de concertation pluridisciplinaires. Nous avons beaucoup de staff et de plus en plus, les infirmiers et les infirmières participent à ces décisions et à ces prises en charge pluridisciplinaires. C'est le cas bien sûr dans les soins palliatifs avec les équipes mobiles de soins palliatifs. C'est aussi le cas avec l'hospitalisation à domicile, c'est le cas en pédiatrie. Et vous verrez qu'il y a de nombreux exemples maintenant avec ces nouveaux métiers que sont les infirmières en coordination, les infirmières d'annonce, les IPA, les transferts de compétences. Enfin, il y a énormément de points qui vont être développés par les différents intervenants et vous aurez des exemples concrets de ces nouveaux métiers en cancérologie. Monsieur Bérard. Merci Marc. Marc a déjà dit l'essentiel du propos. D'abord, merci beaucoup de votre invitation et toujours un plaisir de participer à Futurapolis. Peut-être deux éléments complémentaires à ce que vient de dire Marc. D'abord, évidemment que le sujet de la cancérologie, je l'entendais peut-être dans l'annonce, c'est 430 000 détections de cancer encore aujourd'hui dans notre pays. Donc une activité qui ne cesse malheureusement d'augmenter. C'est aussi les effets de la médecine de dépistage qui sont aujourd'hui. Les infirmiers, les professionnels de santé d'une manière générale, mais les infirmiers sont à toutes les étapes. Maintenant de plus en plus sur le dépistage, sur les actions de prévention, de plus en plus, même si on a encore à beaucoup progressé dans notre pays. Et les professionnels sont de plus en plus mobilisés à toutes les étapes de la prise en charge. Peut-être un élément complémentaire de ce que dit Marc, c'est le fait que nos prises en charge, elles se sont beaucoup accélérées dans nos établissements de santé parce que la pression est forte, les séjours sont devenus de plus en plus courts, une nécessaire coordination entre la ville, l'hôpital, entre les établissements entre eux et les coopérations entre l'ICM et le CHU sont la démonstration que la radiothérapie se fait à l'ICM, on revient en consultation au CHU, il y a des allers-retours permanents et dans lesquels le patient doit être aujourd'hui absolument accompagné, et c'est tout le travail notamment que font l'ensemble de ces professionnels de santé, et particulièrement les infirmières, coordination, annonce, etc., de façon à ce que le patient n'ait pas le sentiment
de vivre finalement face à sa maladie, mais qu'il soit complètement accompagné. Et ça, c'est le premier message que je voulais le passer. Le deuxième, qui est un message un peu différent, et l'ICM le sait très bien parce que vous avez beaucoup développé autour d'Unicancer cette dimension-là, c'est le fait que le patient devient de plus en plus acteur de sa prise en charge, et on voit l'émergence d'un nouveau concept qui sont les patients partenaires. Patients partenaires, c'est des patients qui ont été confrontés à la maladie et qui viennent parce qu'ils sont formés, et on a la chance d'avoir une université qui forme des patients partenaires, qui sont capables aussi d'apporter un regard particulier à l'équipe médicale, paramédicale, pour dire comment vivre à la maladie, et puis d'accompagner évidemment tous ceux et toutes celles qui sont touchés. Voilà parmi les sujets où on voit bien que cette dimension pluridisciplinaire essentielle est absolument essentielle. Marc Ichou, vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, d'abord, je voudrais dire qu'effectivement, je suis très heureux d'introduire cette table ronde avec François Bérard, qui est un directeur général adjoint du CHU, parce que nous partageons vraiment les mêmes valeurs. Nous avons effectivement des parcours de plus en plus communs. Et je crois que cette notion de parcours, elle est aussi essentielle en cancérologie. On développe de plus en plus des parcours entre les différents établissements, entre la ville et l'hôpital, et aussi au sein même de chaque établissement. Et là, je crois que les infirmières de parcours, les infirmières de coordination ont un rôle majeur. On le développe beaucoup aussi dans la fédération Unicancer, François l'a dit, et effectivement, les usagers, dans ces parcours, prennent aussi une place importante. On a dans notre projet d'établissement que nous venons de terminer, nous avons cette fois-ci mis en place un véritable projet des usagers qui justement s'intéresse aux patients partenaires et aux liens entre ces patients partenaires et les équipes soignantes. C'est aussi les bénévoles qu'il faut intégrer dans les services. Et donc, c'est pour ça que dans ce contexte, les soignants, les infirmières ont un rôle majeur. Non seulement, bien sûr, le rôle classique des soins, mais le lien à faire entre tous ces intervenants au bénéfice du patient et des aidants. Parce que c'est aussi un autre sujet majeur où vous avez aussi un rôle très important, c'est l'accompagnement des aidants. Et ça aussi, l'INCa actuellement, la Fédération Unicancer, la FHF, le CHU et tout, travaillons beaucoup sur cette notion des aidants, qui est aussi un point important en cancérologie. Peut-être juste pour prolonger aussi, pour poser un peu les enjeux aussi de la table ronde qui va avoir lieu après, on facilite la tâche dans ce cadre-là. Mais il y a la question de la formation, évidemment, qui est assez essentielle. Moi, je suis frappé quand on va dans les secteurs de cancéro. La cancéro, c'est l'oncologie, c'est l'hématologie clinique. La cancéro, c'est l'hématologie clinique, c'est le sujet un peu plus spécifique du CHU par rapport à l'ICM, qui est plutôt sur les sujets de cancérologie, la radiothérapie. On voit bien la technicité des actes. Moi, je suis impressionné, notamment à la vitesse à laquelle s'enchaînent parfois les séances, de la technicité. On a aujourd'hui des thérapeutiques de plus en plus ciblées, des parcours personnalisés de soins, où chaque traitement pour chaque patient est un peu différent, avec la mobilisation de techniques type les carticelles, dont vous avez déjà entendu parler, qui sont très compliqués à tenir, avec des temps d'hospitalisation qui sont parfois longs. Et je trouve qu'il y a une vraie technicité dans ce métier d'infirmier par rapport à l'évolution technique. Il y a un deuxième sujet, c'est la maîtrise du métier d'infirmier sur tous les sujets de qualité et de sécurité des soins. Il y a même des accréditations qui existent aujourd'hui dans certaines disciplines. Donc on voit bien que les secteurs de la cancérologie sont très en avance finalement sur beaucoup de sujets et justifient d'avoir des professionnels extrêmement bien formés. C'est le point auquel je voudrais juste insister. Tu as parlé à l'instant des infirmiers en pratique avancée, qui sont des nouveaux métiers, qui viennent en coordination très étroite, en collaboration très étroite avec le corps médical, traiter et accompagner tous ces patients qui sont aujourd'hui en cours de traitement. Et puis, il y a les enjeux de formation. Formation dans un institut de formation au métier de la santé, mais très en lien aussi essentiellement avec tous les progrès de la médecine. Et la chance que nous avons sur Montpellier, c'est d'avoir un vrai campus hospitalo-universitaire associant des instituts au métier de la santé à proximité du CHU, le CHU, la faculté de médecine et l'ICM, quasiment dans un espace géographique très cohérent. Et je pense que pour ces éléments-là, en tout cas Montpellier a une vraie capacité à pouvoir accompagner tous ces métiers et l'évolution des métiers qui sont ceux. Les IPA sont par exemple formés à la faculté de médecine aujourd'hui et plus en IFMS. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on accompagne progressivement la montée en compétences, la montée
et en reconnaissance. Et après, il y aura tout un sujet, évidemment, de reconnaissance statutaire, qui sera un vrai sujet, à mon avis, à terme, à réfléchir pour tous ces métiers de la cancérologie qui sont tout à fait spécifiques. Tout à fait. Oui, je crois qu'effectivement, l'universitarisation du métier d'infirmier est aussi un sujet majeur qui est en devenir et qui va permettre aussi des nouvelles perspectives. Alors bien sûr, tout le monde ne sera pas universitaire, mais c'est aussi une perspective et l'affirmation du rôle important de l'infirmier dans le dispositif global. Un des autres exemples en cancérologie qui est extrêmement en développement, ce sont les thérapies orales. On a maintenant de très nombreux patients, vous le savez, qui sont traités non pas à l'hôpital de jour, non pas en hospitalisation, mais qui sont traités chez eux, qui prennent des médicaments chez eux. Et là, vous le savez, le rôle des infirmières en thérapie orale est essentiel dans l'entretien préalable à primo-prescription, dans le suivi téléphonique ou en visio des patients qui sont à domicile, dans la compliance du traitement, dans la détection des effets secondaires. On développe de plus en plus, maintenant, vous savez, des portails patients, de façon à ce que le patient ait des questionnaires. C'est tout ce qu'on appelle les PROMS, hein, c'est-à-dire comment les patients eux-mêmes répondent à des questionnaires pour des toxicités éventuelles, les réactions secondaires et des alertes qui sont gérées essentiellement par du personnel infirmier qui va réagir à l'alerte du patient. Et c'est aussi, bien sûr, le lien avec le domicile. On va en parler avec l'HAD, avec les infirmières à domicile. Donc et on va en parler aussi des Unicancer, directeur des soins de l'ICEM va en parler. On va de plus en plus réfléchir à une labellisation aussi d'infirmières en cancérologie au niveau libéral pour justement qu'elles aient vraiment acquis une certaine expertise et qu'elles aient une reconnaissance de cette expertise en cancérologie. Donc c'est toute une chaîne qui va de l'entrée du patient, du diagnostic, de l'entretien d'annonce, de la prescription éventuellement de thérapie orale, du suivi à domicile, du lien ensuite avec les infirmières libérales et éventuellement de parcours croisés entre différentes institutions comme l'ICM, le CHU, mais aussi d'autres institutions qui se soient. On a la chance à Montpellier d'avoir un système très varié de libéral, de cliniques à visée non lucrative comme Beau Soleil, à visée plus classique, mais qui sont appartiennent toujours à des patrons, pas à des groupes financiers, ce qui est important aussi. Et donc je crois qu'on a beaucoup de chance. Et pour ces métiers d'infirmière, je crois que vraiment, il y a toutes les opportunités. Et la cancérologie, vraiment, et je pense peut-être un des exemples, bien sûr, il y en a d'autres dans d'autres pathologies, mais je crois vraiment un exemple de développement du métier d'infirmier et de nouvelles perspectives pour ce métier. Merci beaucoup, parce que c'est vrai que vous avez abordé un très grand nombre de sujets dont nous allons débattre, effectivement, plus en détail. J'ai peut-être une question pour chacun d'entre vous. Donc, est-ce que toutes ces évolutions, j'imagine qu'elles participent de l'attractivité, ou est-ce qu'en parallèle, vous développez aussi des actions spécifiques vis-à-vis des infirmiers? Parce que là, on voit un petit peu presque une concurrence entre établissements, mais pour proposer qui des logements, qui des aides diverses. C'est la guerre, oui. Comme disait, il faut attaquer les premiers. Alors, moi j'ai le sentiment, par rapport à ce qu'a exposé Marc et les enjeux qu'on a posés, que sur la cancérologie, on a la chance d'avoir des métiers qui sont très diversifiés. Les plans cancer, voilà. Le travail qui a été fait a amené aujourd'hui un niveau d'expertise. On ne vient pas en cancérologie juste par hasard aujourd'hui. Je pense qu'il y a un vrai choix et aujourd'hui ce sont des postes qui sont extrêmement sollicités. Historiquement, on dit beaucoup que les postes en réanimation où il y a de l'action, etc., sont plus attractifs malheureusement que des postes en gériatrie. Les postes en cancérologie font partie globalement des postes qui sont attractifs. Il y a le sujet de la pression qui est sur celle des professionnels. Je pense que l'enjeu, il n'est pas de dire que les professionnels ont trop de boulot ou pas, c'est l'environnement dans lequel ils évoluent qui est absolument essentiel. Quand l'ambiance au travail, quand le sens au travail, quand le travail est collectif, médecins, soignants, patients,
et structurée, j'allais dire, il y a une mobilisation assez étroite, et j'allais dire, c'est le premier facteur d'attractivité, mais surtout de fidélisation. Parce que attirer, on a bénéficié ces 3 dernières années quand même d'un certain nombre de rattrapages absolument évidents sur l'évolution de la rémunération des soignants, donc, qui ont permis aujourd'hui, nous on a fait cet été, sur toute l'année, on a fait plus de 250 recrutements, ce qui est quasiment 20% de plus que ce qu'on a fait l'année dernière. Donc on voit bien l'hôpital redevient attractif, j'ai dit l'hôpital avec un grand H, redevient attractif parce qu'il y a eu un certain nombre de mesures qui ont permis. En revanche, on a des secteurs qui historiquement le sont plus, la cancéro en est un, et je pense qu'il faut qu'on passe maintenant à la sujet de la fidélisation, dans des organisations qui sont stabilisées, où la qualité de vie au travail, la qualité relationnelle est absolument essentielle, parce que c'est des métiers extrêmement difficiles auxquels on est confronté de plus en plus, heureusement, à des rémissions, mais malheureusement à des situations humaines extrêmement compliquées. Oui, je partage totalement ce que dit François. Même nous, à l'ICM, on a eu aussi, à un moment donné, des difficultés de recrutement. C'est clair qu'il y a eu une période, là j'espère, qui est en train de se terminer de cette crise du métier de soignant en général. Je suis d'accord, je pense qu'effectivement la cancérologie est un exemple où on ne vient pas, comme l'a dit François, par hasard, et donc il y a quand même un sens, le sens il y est. Après, je crois qu'il y a 2 termes très importants pour cette attractivité, cette fidélisation. C'est ce que disait un peu François, c'est-à-dire la bienveillance. On veut déjà que nos soignants soient bienveillants avec les patients, c'est essentiel, mais pour ça, il faut que l'ensemble de l'institution soit bienveillant aussi avec les professionnels. Et donc ça, c'est une chose très importante. Et le deuxième point, bien sûr, c'est la reconnaissance du travail, de la place. Et c'est vrai que la cancérologie est un domaine où il y a, encore une fois, beaucoup d'interdisciplinarité et de travail vraiment en commun et en équipe. Et il faut absolument le développer. On ne peut plus travailler tout seul dans son coin. Donc c'est un travail d'équipe et une reconnaissance de la place de chacun. Et c'est là, je pense, où ça va faire le lien avec la table ronde tout à l'heure, c'est-à-dire comment on acquiert cette reconnaissance. On développe des infirmières maintenant experts, spécialisées, enfin, il y a des tas de termes, de coordination, d'IPA, on l'a dit, de transfert de compétences. Donc il y a beaucoup de façons maintenant de reconnaître une expertise pour le métier d'infirmière. Et donc je crois que c'est ça qu'il faut travailler. Et bien sûr, avec ce qu'on a dit, c'est les conditions de travail, qui ne sont pas faciles forcément, parce que la cancérologie, c'est aussi un domaine sur le plan émotionnel qui est compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut d'autant plus de conditions de travail, de qualité relationnelle, parce que c'est un domaine complexe. Et pour être, encore une fois, bienveillant et en empathie avec les patients, il faut se sentir bien dans son travail, bien dans son institution. Et ça, c'est tout ce que nous tâchons de faire le plus possible, que ce soit au CHU ou à l'ICM. Merci beaucoup et bravo. Merci Monsieur Bérard. On espère vous retrouver bientôt sur Futurapolis Santé. Professeur Marquichou, on aura aussi le plaisir de vous retrouver cet après-midi sur 2 tables rondes consacrées au cancer. Et donc, je propose que nous accueillions tout de suite les invités de notre table ronde, où tous les sujets qui ont été un petit peu évoqués, de la formation à la richesse donc de l'exercice, en passant par les innovations, donc vont maintenant être abordés par nos invités. Donc, j'appelle à me rejoindre Monsieur Marc Mézindi, donc, qui est président du Conseil régional de l'Ordre infirmier Occitanie. Bonjour Monsieur, prenez place. Madame Frédérique Saint-Arnoux, donc directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers au CHU de Montpellier. Bonjour Madame. Caroline Gineste, donc cadre de santé formatrice, coordinatrice donc des stages IFSI à l'Institut de formation au métier de la santé. Bonjour Madame. Alexis Blanc, président du groupement des infirmiers en pratique avancée d'Occitanie. Bonjour. Monsieur Cédric Guillaumont, directeur des soins de l'Institut du cancer de Montpellier, qui coordonne par ailleurs le groupe des directeurs des soins d'Unicancer, et Madame Pascale Cazeneuve, donc, qui est vice-présidente de l'URPS, l'Union régionale des professionnels de santé d'Occitanie. Bonjour, bienvenue à tous. Merci beaucoup de participer à cette table ronde, donc, qui va nous fournir des éclairages sur tous les thèmes qui ont été un petit peu
abordé en introduction. Marc Mézindi, je me tourne vers vous peut-être. Voilà, prenez un micro. On parle beaucoup des difficultés de recrutement au niveau national. Je pense que c'est pas une surprise. Qu'est-ce qu'il en est dans la région et quels sont les travaux qui sont actuellement portés par l'Ordre? Ça marche, d'accord. Alors, écoutez, par rapport à l'Occitanie, c'est un petit peu la même chose qui se passe au niveau national. Et là, votre question, c'est exactement voilà, comment l'Ordre fait face à ces difficultés de recrutement, peut-être de fidélisation. Est-ce que vous portez des travaux spécifiques, des demandes spécifiques? Oui, j'imagine que oui. Je ne peux pas tous les nommer ici, mais aussi. Effectivement, on travaille surtout sur beaucoup de dossiers. Alors, est-ce que je dois vous les énumérer, par exemple, quelques-uns? Peut-être les grandes lignes, voilà, les principaux dossiers. Bon, on a travaillé beaucoup sur la loi de financement de la sécurité sociale. Un point important aussi, c'est le décret de compétences infirmiers qui date de 2004 et qui est tout à fait obsolète et qui doit être réformé. Alors, M. Braun, notre ancien ministre, avait dit que ça devait se faire cette année. Il se trouve que M. Aurélien Rousseau est peut-être un petit peu moins pressé, donc il va falloir voir ça. Mais c'est un dossier extrêmement important. Par rapport à ça, il y a d'autres dossiers, comme la certification périodique des professionnels, c'est-à-dire qu'on va vérifier, enfin l'ordre est chargé par le législateur de vérifier les compétences de tous les professionnels, et donc sur 6 ans, il va falloir travailler là-dessus. Alors, comme je précise souvent, c'est pas une punition, hein. C'est au contraire, c'est quelque chose qui est bien, parce que dans l'avenir, que ce soit au niveau personnel ou le travail d'équipe, il faudra avoir une compétence, et donc c'est quand même extrêmement important. Bon, il y a ce point-là. Il y a d'autres points. Alors, puisqu'on est en Occitanie, je peux vous citer par exemple une expérimentation qu'on est en train de faire actuellement. C'est une expérimentation pour signer les certificats de décès par des infirmiers. Alors, avec l'Ordre, on a travaillé avec le centre hospitalier de Montpellier, et en particulier la médecine légale, pour travailler pour faire une formation de médecine légale pour les infirmiers chez le professeur Bassino, qui est un des grands noms de la médecine légale. Voilà, ça, ce sont des éléments sur lesquels on travaille. Alors, il y a des éléments nationaux, comme vous pouvez le voir, puis d'autres qui sont plus locaux. Et par rapport à ça, c'est pour un peu l'état des lieux. Puis pour les perspectives, dans les perspectives, à l'Ordre, on travaille beaucoup avec l'Agence du numérique en santé, parce qu'on est en train justement de travailler pour le futur. Et un des points majeurs, ça a été le guichet unique qu'on a mis en place il y a 2 ans, avec notamment le numéro personnel, on appelle ça le REPPS, c'est répertoire, dites-moi si je me trompe, répertoire REPPS partagé de soins, qui en fait c'est un numéro que tous les professionnels ont, et il est vrai que jusqu'à présent, tout le monde l'avait, sauf les infirmiers. Donc ça a été un énorme travail, puisque avant on fonctionnait sur un numéro qui s'appelait le numéro Adélie, mais en fait, il n'était pas parfait, et on était incapable de savoir combien il y avait d'infirmiers en France. Donc voilà. Donc il faut commencer par rectifier ça. Donc actuellement c'est en place. Voilà, ça fait partie des travaux un peu sur le numérique. Alors évidemment il y a tout ce qui touche à le télétravail, la téléexpertise, etc. Surtout pour les territoires un peu défavorisés. Alors, comme ça, je peux vous citer encore d'autres choses, si vous voulez. C'est effectivement un métier très très riche, hein, et voilà. Ces aspects aussi numériques, téléexpertise. Là aussi, les infirmiers vont être de plus en plus associés. Voilà, le but dans tout ça, c'est pas, encore une fois, c'est pas de punir les professionnels, mais c'est vraiment de faciliter, de redonner du sens, comme il a été dit, pour le bien-être des patients d'abord, et puis pour le bien-être des soignants, et pour pouvoir travailler de façon beaucoup plus multicatégorielle sur toutes les équipes. Donc c'est indispensable. Alors ça, c'est un élément. Il y en a d'autres, mais je ne sais pas si je dois... On y reviendra peut-être dans oui. le débat, absolument. Voilà. On va poursuivre le tour de table avec vous, Frédéric Saint-Arnoult. Donc j'imagine que là aussi, il y a beaucoup de changements. J'ai presque envie de vous dire comment vous vous adaptez à ces évolutions permanentes, hein. On entendait François Bérard et Marc Ichou déjà parler de la notion
l'évolution de parcours, l'émergence de patients partenaires. Donc c'est vraiment une formation en évolution. Qu'est-ce que vous auriez envie de partager sur tous ces mouvements? Alors d'abord, merci aux organisateurs, merci à Cédric de nous avoir fait confiance. Nous sommes venus en équipe sur Tout à fait. donc l'IFSI du CHU de Montpellier. Il y a d'ailleurs une formatrice dans la salle, Anne Josué, une infirmière qui pourra témoigner de son expérience également, Natacha Boutière, et Caroline Gineste, donc responsable de l'enseignement clinique sur l'IFSI. Vous l'avez dit, tout le challenge justement de l'équipe pédagogique de l'IFSI du CHU de Montpellier, et dans tous les instituts d'ailleurs de formation en soins infirmiers, c'est de s'adapter en permanence et de concilier les référentiels de formation pédagogique et réglementaires qui s'imposent à nous depuis 2009. Bien sûr, ils sont modifiés régulièrement. Et depuis 2007, pour tout ce qui est réglementaire, de concilier ces prescriptions d'un point de vue pédagogique et réglementaire aux évolutions du métier d'infirmier, mais je dirais dans toutes les disciplines médicales, et en l'occurrence en cancérologie. Pour ce faire, en fait, eh bien, les équipes de formateurs, mais aussi ce sont des équipes pédagogiques élargies, puisque les formateurs travaillent aussi avec les professionnels de terrain, régulièrement dans les champs des travaux pratiques, et différentes méthodes pédagogiques, donc dans les champs théoriques d'abord, avec les cours magistraux, les travaux dirigés, les temps personnels guidés, où les formateurs sont présents, mais depuis 2013, je dirais, tout ce qui concerne la pratique simulée, qui est de plus en plus prescrite dans les référentiels de formation, c'est-à-dire la simulation en santé, pour répondre et pour s'inscrire dans le principe supérieur commun, jamais la première fois sur le patient, qui avait été prescrite par la Haute Autorité de Santé dans sa lettre de mission en 2012. Mais ce sont aussi donc des enseignements cliniques, et là ça veut dire les stages et nos précieux partenaires, que sont l'ICM dans le champ de la discipline en cancérologie, mais également différents établissements de santé, le CHU. Sur l'ICM, c'est 22 places de stage qui nous sont offertes. Et je dirais que les évolutions du métier d'infirmier s'apprennent également sur le terrain, car l'enseignement clinique fait partie de tout ce qui concerne l'acquisition des compétences, c'est-à-dire le savoir agir en situation réelle, accompagné par les professionnels de proximité, qui sont les infirmiers, les tuteurs de stage et les maîtres de stage. Et donc, c'est aussi là que s'apprend le métier. Et sans les professionnels de terrain, eh bien, la formation ne serait pas complète. Voilà. Vous dire aussi que, et ça a été abordé vous l'avez abordé, c'est la question de la certification des infirmiers. Parce que là, nous, on intervient en amont de l'exercice professionnel, mais à l'issue de la diplomation, des 10 compétences acquises pendant la formation, pour obtenir un diplôme d'état d'infirmier en soins généraux, il y a la question de la certification avec ces 3 objectifs qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2023, qui a été acté par l'ordonnance de juillet 2021 et qui a 3 objectifs: le maintien des compétences, l'inscription dans une amélioration continue des pratiques professionnelles et donc la qualité des pratiques professionnelles, c'est le 2e objectif. Et le 3e objectif, c'est l'actualisation des connaissances et partant des compétences. Je vais m'arrêter là et sans plus attendre, je vais donner la parole à... Bien sûr. Peut-être effectivement, Caroline Gineste, en complément, et puis vous faites le relais avec le terrain. Et j'ai peut-être aussi une question en complément de votre propos, c'est peut-être celle de l'anticipation et de l'universitarisation qui a été évoquée également en introduction. Donc, effectivement, notre référentiel de formation date du 31 juillet 2009. Donc, c'est la 12e promotion d'infirmiers qui a été diplômée. Et le projet, c'est le passage à l'université, avec l'universitarisation. Pour ceci, nous travaillons dès la formation initiale avec beaucoup d'apports théoriques et le partenariat avec les terrains de stage sur l'interprofessionnalité. C'est un accent que nous mettons fortement dans la formation. Nous avons la chance d'avoir 9 écoles différentes sur l'Institut de formation des métiers de la santé du CHU. Et nos étudiants sont régulièrement ensemble pour des activités.
Nous attachons aussi une attention particulière à travailler le parcours, la complétude du parcours que le patient traverse dans son parcours de guérison. Et pour cela, nous travaillons à la fois depuis la prévention. Les processus tumoraux, c'est une unité d'enseignement de 3e année. Mais pour autant, l'enseignement en lien avec la cancérologie se fait tout au long de la formation des 3 ans de formation. Dès la première année, ils ont des enseignements en lien avec l'épidémiologie, la prévention des IST, prévention du cancer à papillomavirus par exemple, avec la vaccination, puis la prévention du tabac. On travaille aussi sur l'annonce avec la place de l'infirmier en consultation d'annonce, dans les RCP également qui ont été évoqués précédemment. Et puis, on s'attache à travailler l'ensemble des cas cliniques que peuvent rencontrer les patients, donc les différents cancers, cancer du sein, cancer du poumon, cancer digestif, urologique, toutes les hémopathies et toutes les thérapeutiques qui peuvent être proposées du coup à nos patients. Et au-delà de ça, on accorde aussi une importance particulière sur le vécu du patient, comment le patient, quelle est sa demande, comment il vit son traitement, comment il vit sa pathologie. Et on sensibilise aussi nos étudiants à avoir une écoute particulière pour les proches. Donc ça se fait à la fois sur l'IFSI avec des TD qui sont par exemple des démarches éthiques, où les étudiants font des concertations collégiales autour de comment appréhender la demande du patient, quelles sont ses peurs, quelles sont ses craintes, qu'est-ce qu'il exprime et comment on arrive à pouvoir en tenir compte. Et puis également, je suis perdue. La considération, enfin en tout cas la prise en considération des proches aidants, c'est quand même quelque chose de très nouveau aussi, c'est assez extraordinaire. Tout comme l'accompagnement au long du parcours du patient. Nos étudiants sont sensibilisés ça tout au long de la formation, à la fois à l'IFSI par exemple cette démarche éthique qui est faite en 2e année, puis aussi sur des pratiques simulées que l'on peut faire. Alors on fait des pratiques simulées en santé très procédurales, l'apprentissage d'un geste, la pose du cathéter à chambre implantable par exemple, mais on peut faire aussi des simulations à pleine échelle où par exemple en 3e année, nos étudiants, pour remobiliser l'ensemble des connaissances et des compétences qu'ils ont acquises, sont en situation de simulation sur comment gérer un refus de soins en cancérologie, un patient qui est en situation de refus de soins et accompagné de ses proches. Donc du coup, comment l'étudiant parvient à pouvoir se situer dans tout ça, à entendre ce qui est demandé, à pouvoir faire le relais avec l'équipe pluridisciplinaire qui s'occupe de ce patient. On travaille aussi l'interpro, par exemple, sur des situations simulées à pleine échelle, en rassemblant nos étudiants, infirmiers, ambulanciers, préparateurs en pharmacie. Et ils travaillent sur une situation où il y a un retard dans la prise en charge en hôpital de jour d'une patiente en oncohématologie. Et du coup, ils apprennent à pouvoir interagir en interprofessionnalité et puis à gérer l'accompagnement du patient dans cette situation qui est compliquée pour la patiente. Voilà, tout ça est aussi possible parce que nos étudiants vont sur le terrain. Frédéric Saint-Arnaud l'a évoqué. L'alternance, elle est pour nous intégrative. Les étudiants passent autant de temps à l'IFSI que sur les terrains de stage. Et nous avons besoin du partenariat avec ces professionnels de terrain, à la fois sur le CHU comme à l'ICM, mais pas que. Nos étudiants vont en SSR, en lieu de vie. Ils ont des expériences aussi à l'HAD, en milieu libéral, auprès d'infirmiers libéraux, auprès des soins de support, etc. Donc nos étudiants sont immergés dans l'ensemble du contexte de professionnalisation possible. Voilà. Merci beaucoup pour ces propos. Alexis Blanc, je me tourne vers vous. Donc, vous représentez les infirmiers en pratique avancée. Donc, peut-être quelques mots sur ce métier qui n'est pas encore tout à fait connu. Et puis, moi, j'ai surtout envie de vous demander combien vous êtes, parce que je trouve que c'est un exercice exceptionnel, mais que vous êtes trop peu nombreux. Malheureusement, on est encore un peu trop peu nombreux. Oui. Donc déjà, pour recadrer, un infirmier en pratique avancée, qu'est-ce que c'est ? C'est un IPA qui est formé lors d'un 2e cycle universitaire, donc il va avoir... je suis trop près. Plus près. Plus près, je suis pas assez près. Donc qui va être formé, qui va obtenir un master universitaire. Ça va être un infirmier qui est en pratique avancée, qui va prodiguer des soins de pratique avancée infirmière avec une vision holistique des besoins du patient et de la famille du patient. Il exerce des activités médicales, que ce soit la prescription d'examens, de médicaments, de traitements. Il faut savoir que c'est un praticien, un clinicien
et dont l'activité clinique va correspondre, on a à peu près les chiffres aujourd'hui, entre 70 à 90% du temps de l'infirmier en pratique avancée, c'est du temps clinique. Le reste étant de la coordination, des actions de formation, de la recherche et d'autres actions. L'infirmier en pratique avancée, il va renforcer le suivi du patient, il va travailler en collaboration avec les médecins et les autres professionnels de santé qui travaillent autour du patient, et il va aussi renforcer l'accès aux soins par sa disponibilité, le temps qu'il peut accorder au patient. Donc là, c'est une définition assez rapide de l'infirmier en pratique avancée. J'ai des collègues dans la table ronde suivante qui vont développer par des exemples concrets la pratique. Il faut savoir là, qu'on est un peu... La formation a été lancée en 2018. Ça dure 2 ans, donc c'est un master. Les premiers sont sortis en 2020. Et depuis 2020, nous sommes un peu moins de 3000 en France. Dans la région Occitanie, on a fait le compte, on est un peu moins de 300 à l'heure actuelle, avec une répartition qui est de 70% en établissement et 30% en médecine de ville, donc en soins primaires, là où le besoin est quand même égal en fait à celui des établissements. La majorité d'entre nous, alors il faut savoir, je vais essayer de ne pas faire trop compliqué, mais il y a 5 mentions différentes dans l'exercice infirmier en pratique avancée. La plupart d'entre nous sommes formés dans les pathologies chroniques stabilisées, les polypathologies, la prévention en soins primaires. C'est la mention qui regroupe le plus de diplômés. À 65-70% des IPA travaillent dans cette mention-là. Ensuite viennent les infirmiers en pratique avancée d'oncologie et de psychiatrie, à peu près en même proportion. Et ça, c'est vrai qu'il y a eu des disciplines un peu précurseuses pour ce qui concerne la pratique avancée, la cancérologie notamment, avec les plans cancer, avec tout ce qui avait été mis en place avant, avait des profils, on va dire, d'infirmiers précurseurs qui se sont lancés dans la formation. Et donc, c'est vrai que régulièrement, ils alimentent, ces infirmiers-là alimentent les universités de postulants IPA. Et donc, leur nombre est stable et augmente tous les ans. Il augmente en fonction des places disponibles. Il faut savoir que la formation se fait à l'université. Donc, en Occitanie, c'est les universités de Montpellier, Nîmes et Toulouse qui ouvrent respectivement donc 25 places chaque année. 25 places, donc ça fait 25 infirmiers formés chaque année en pratique avancée. L'université de Toulouse a augmenté de 5 places cette année, on est à 30. Donc vous voyez que ça fait peu en fait d'infirmiers en pratique avancée formés chaque année. Donc c'est pour ça que le nombre augmente lentement. Il y a des raisons pédagogiques au fait qu'il y ait peu d'infirmiers en pratique avancée formés. Il y a des raisons pratico-pratiques. Il faut trouver des terrains de stage. Nous, notre volonté, c'est que ça augmente beaucoup plus parce que le besoin, en fait, il est réel. Et quand on se rend compte de l'action des infirmiers en pratique avancée sur le terrain, le retour des patients, le retour des équipes qui travaillent avec, c'est que positif. Ça fluidifie l'accès aux soins, ça améliore la qualité des soins. Et tout le monde s'y retrouve quand on regarde le retour d'expérience de gens qui le vivent, quoi. Voilà. Donc voilà, il y a des facultés, par exemple à Marseille, qui proposaient un master préfigurateur avant que ce master-là soit créé et reconnu. Et donc cette faculté-là, comme d'autres à Paris, en fait, ont cette expérience, ce passif, et du coup peuvent recevoir presque 70 étudiants en pratique avancée chaque année, donc peuvent fournir plus de professionnels à la sortie. Donc on espère qu'on va vers ça dans toutes les facs de France, petit à petit. En ce qui concerne maintenant peut-être juste l'implantation pour finir, où on en est maintenant. Donc depuis 2020, il y a eu des choses qui ont facilité, il y a eu des difficultés. Effectivement, ce n'est pas les mêmes qu'en ville ou en établissement de santé. En ville, donc l'activité concerne surtout des infirmiers libéraux, même s'il peut y avoir des salariés de centres de santé, de maisons de santé pluripro, ou même avec des équipes de soins primaires, de soins spécialisés, avec des spécialistes, des pneumologues, des cardiologues de ville. C'est possible aussi d'avoir cette collaboration-là en ville. Déjà, le premier frein, c'était de partir en formation. Un infirmier libéral, quand il va partir en formation, il n'a plus de revenus.
pendant qu'ils se forment. Et donc, c'est vrai que la faculté de Toulouse, par exemple, étant à temps plein, il faut trouver un complément de revenu pendant 2 ans complet, quoi. La faculté de Montpellier, elle, permet du temps partiel, donc ce qui permet aux infirmiers libéraux de travailler pendant qu'ils ne sont pas en cours. Mais vous imaginez la dose de travail que ça peut fournir, puisqu'on condense le temps de formation, mais on ne condense pas le contenu. Donc ça fait beaucoup de travail perso, ça fait 2 ans très éprouvants, et avec une perte de revenus. Donc ça, déjà, ça freine certains infirmiers libéraux. Il y a des solutions qui ont été apportées, qui commencent à être de plus en plus apportées, notamment grâce aussi à notre collaboration de notre association avec les instances, grâce à l'ARS, l'assurance maladie, qui ont réagi face à nos remarques, quand on leur a montré la difficulté d'implantation. Donc il y a des aides à l'installation, il y a des aides pour partir en formation qui ont été augmentées cette année par l'ARS, et l'assurance maladie vient de mettre une aide à la formation pour les infirmières libérales. Après, le frein principal, vraiment en ville, c'était la méconnaissance du rôle des IPA et certaines croyances qui ont fait que c'était difficile de convaincre un grand nombre de médecins de collaborer avec nous. Ça, on y travaille, et les retours d'expérience qu'on a de l'endroit où ça se passe nous permettent de convaincre le reste de nos collègues de l'intérêt de cette collaboration. Voilà, il faut aussi savoir qu'il faut un nombre de patients vraiment suffisant pour pouvoir en vivre, et donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut avoir bien conscience quand on veut mettre en place un infirmier en pratique avancée dans un exercice coordonné. Dans les établissements, c'est quasiment du salariat à chaque fois, donc il y a les difficultés classiques du parcours pour partir en formation. Il faut remplir les conditions nécessaires pour partir en formation, donc il y a des process internes. Ensuite, c'est beaucoup plus simple par contre d'instaurer dans un établissement de santé un infirmier en pratique avancée, car les parcours en fait sont déjà en place, et accueillir un nouveau professionnel dans ces parcours de soins, en général, c'est plus simple que de l'implanter en ville où il y a quand même des habitudes bien ancrées. Donc c'est vrai que c'est plus simple, mieux accueilli, on a des parcours plus facilitants dans les établissements de santé. Après, le problème reste le financement du poste. On enlève un infirmier, il faut le remplacer. On crée un poste IPA, il faut le créer dans le contexte actuel. Voilà, c'est aussi des difficultés auxquelles on fait face, mais ça se fait, la preuve, 70% des infirmiers en pratique avancée sont dans les établissements. Donc il y a des établissements volontaires, l'ICM en fait partie, qui envoie des IPA en formation presque tous les ans. Et voilà, j'ai brossé un peu le tableau. Merci beaucoup. Et effectivement, c'était très, très, très riche, puis avec quand même de belles perspectives. Cédric Guillaumont, je me tourne vers vous. Alors, dans toutes ces évolutions, dans toute la richesse de cet exercice, Marc Ichou en a un petit peu parlé. Il y a un projet de labellisation. Je pense que vous portez labellisation des infirmiers libéraux en cancérologie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, je vous remercie pour cette invitation et l'opportunité effectivement que l'on puisse parler de ce projet innovant, puisque ce sera un premier projet de cette ampleur en France. Et pour aboutir déjà à cette idée, il faut déjà avoir à l'esprit une donnée clé, c'est que durant la prise en charge globale de sa maladie, de sa pathologie, le patient passe 90% de son temps hors les murs d'une structure hospitalière. Et qu'est-ce qu'attend le patient ? Le patient, il attend qu'il y ait un véritable continuum de soins entre se prodiguer à l'hôpital et se prodiguer en ville. Il attend des professionnels de santé qui communiquent entre eux, qui se transmettent des informations pertinentes le concernant. Et il aspire à ce que les soins pratiqués à l'hôpital et en ville soient de même niveau qualitatif. Donc, fort de ces retours d'expérience patients, le groupe Unicancer, qui rassemble l'ensemble des centres de lutte contre le cancer français, a souhaité apporter des réponses concrètes aux patients, tout en s'interrogeant sur les besoins des professionnels libéraux. Et donc, nous avons mené en 2021 une enquête nationale auprès de 1000 infirmiers libéraux.
Et là, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Eh bien que ces infirmiers étaient aussi en attente d'informations de la part des professionnels des structures hospitalières. Quasiment quotidiennement, ils ont en charge des patients atteints de cancer. Pour 60% d'entre eux, ils estiment que cette prise en charge, cet accompagnement, ces soins sont très intéressants, mais ils sont aussi chronophages, ils sont plus chargés émotionnellement et ils requièrent des compétences complémentaires. Donc, en fonction des attentes des patients, des besoins des professionnels libéraux, au niveau d'Unicancer, donc nous avons rassemblé autour d'une table des professionnels des centres, des professionnels libéraux, des représentants de l'Ordre national infirmier, des URPS, des associations infirmières, des patients, des associations de patients et des médecins. Et donc, ceci aboutit à donc deux préconisations, deux objectifs. Un premier, celui de créer une plateforme numérique sécurisée, ouverte à tous les professionnels de santé, mais aussi aux établissements, qu'ils soient publics ou privés, de façon à ce qu'on puisse du coup échanger des informations sur la vie de l'établissement, partager des actions de formation, également partager des bonnes pratiques via des tutoriels, via des procédures, etc. Bien sûr, tout ceci contrôlé par un comité scientifique. En fait, l'état d'esprit, c'est de créer une communauté de pratiques professionnelles. Donc ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe, donc, lui, s'est intéressé au développement des compétences des infirmiers libéraux. Et là, Unicancer propose à ces professionnels d'adhérer à un processus effectivement de labellisation en cancérologie, processus qui s'appuie sur des actions de formation qui sont proposées en e-learning, avec bien évidemment des évaluations à la suite de ces formations. Et au regard des résultats obtenus à ces évaluations, eh bien, on obtient des points et en fonction du nombre de points acquis, on peut donc obtenir le label Unicancer, qui est donc un signe de reconnaissance pour les infirmiers libéraux, mais qui est aussi, bien sûr, un gage d'un socle de connaissances acquis dans le domaine de la spécialité. J'en profite, une petite parenthèse, pour aussi signaler que tout au long de l'année, l'ICM, au travers de son école du cancer, propose des actions de formation pour ses bien sûr, employés, mais aussi ces formations sont ouvertes aux professionnels libéraux. Et d'ailleurs, point nouveau cette année, c'est qu'à leur demande, nous allons maintenant signifier sur le site internet de l'École du cancer leur nom et la thématique de la formation suivie, parce qu'eux-mêmes souhaitent justement, ça fait écho à ce que disait Marc tout à l'heure, souhaitent véritablement rendre lisible leur démarche dans le développement de compétences. Si j'en reviens au label, au-delà de ce label, ce que l'on souhaite, c'est véritablement aussi étendre notre équipe de soins, c'est-à-dire proposer aux IDE libéraux labellisés de pouvoir faire équipe avec nos propres professionnels, de façon à ce que là aussi, il y ait du partage, des actions de formation communes, des réflexions autour de la création de parcours de soins qui pourraient intéresser la ville comme l'hôpital, de pouvoir aussi offrir des journées d'immersion dans ce service, là aussi pour pouvoir partager nos connaissances communes, nos contraintes, nos difficultés, enfin, davantage communiquer et développer bien sûr les réseaux de soins sur le territoire. Donc voilà, ce projet est un projet effectivement innovant. Il est en cours de déploiement et de test sur les territoires de Lyon et de Rouen. Sur la région Occitanie, on en parlait avec Marc en aparté, l'idée est de pouvoir le déployer au cours de l'année 2024.
Donc on aura besoin de toutes les personnes rassemblées aujourd'hui autour de la table et au-delà pour embarquer véritablement tous nos professionnels, qu'ils soient hospitaliers ou libéraux, dans cette grande aventure qui, donc nous en sommes convaincus, pourra répondre en partie aux besoins identifiés des patients, mais aussi aux besoins des professionnels, qui soient en structure hospitalière ou en activité libérale. Et donc c'est finalement par ce décloisonnement que l'on espère aussi redonner du sens au métier infirmier. Formidable, merci, merci beaucoup Cédric Guillaumont. Je me tourne vers vous, Pascal Cazeneuve, j'imagine que vous inscrivez complètement dans cette dynamique de collaboration entre la ville et l'hôpital, puisque vous représentez ici les professionnels libéraux. Oui, les infirmières libérales d'Occitanie, et bien sûr, je m'inscris totalement là-dedans. Je remercie l'ICM d'ailleurs de m'avoir invité pour pouvoir porter la parole des infirmiers libéraux. Je ne vais pouvoir que m'accorder que tout ce qui a été dit, déjà, c'est beaucoup. Donc, j'ai envie de répondre point par point sur certains intervenants, notamment avec l'ordre, sur le répertoire des compétences des infirmiers libéraux. Nous sommes des infirmiers généralistes. Nous travaillons sur toutes les pathologies. Ça n'est pas toujours évident d'avoir, on va dire, une compétence accrue sur une pathologie. Par contre, il est tout à fait possible de faire du lien ville-hôpital, hôpital-ville pour pouvoir faire, en tout cas, prodiguer un soin de sécurité et à haute qualité. Donc, les compétences des infirmières sont larges, malheureusement peu connues et restent dans l'ombre. Mais voilà, si on est sur de la labellisation, l'ordre aussi parle de labellisation des cabinets, on pourra en cela, je pense, progresser pour pouvoir avoir un partage plus intéressant sur peut-être de l'expertise en soins. Mais il faut partir du précepte de base, nous sommes des infirmières généralistes. Voilà. Ensuite, ce que j'avais pu voir avec Alexis Blanc, le travail en collaboration avec les IPA, en tout cas pour une infirmière libérale, j'exerce au quotidien, c'est un avantage certain parce que c'est une interface qui nous permet de pouvoir accéder à la connaissance du patient. Beaucoup et souvent, et je le regrette, on travaille dans l'obscurité. On a peu de connaissances sur la pathologie du patient ou pour, par exemple, l'annonce en cancer, la typologie de la personnalité du patient. Parce qu'on ne s'adresse pas à n'importe quelle personnalité sur des annonces et comment après l'équipe doit rester entière et complète de l'institution à la ville, mais dans une vraie reconnaissance et connaissance. Voilà, globalement, ce que j'avais envie d'en dire. J'ai pris quelques notes parce que je n'allais pas répéter ce que disaient mes collègues. Bien sûr. Assurer la sécurité du soin, c'est aussi arriver à faire du lien. Donc, l'infirmière libérale espère et attend un statut d'infirmière des familles pour pouvoir être instituée dans l'entrée du patient à la même hauteur que la référence du médecin. Ça permettra aux équipes de ne pas perdre de temps et d'adresser l'information à la personne concernée pour qu'elle puisse travailler dans la qualité. Voilà, qu'est-ce que j'avais envie de dire d'autre? Bon, globalement, voilà, les compétences, les appétences des infirmières libérales sont multiples et je pense que nous pouvons, dans l'avenir, continuer à travailler dans ce sens, dans la labellisation, dans toutes les formations, courtes, spontanées, mais pour la qualité, la sécurité du patient. Qui est votre objectif commun. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je propose que l'on prenne quelques questions dans le public, voire un ou deux courts témoignages. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Un micro vous sera apporté. Je vois déjà une main qui se lève. Madame, un micro arrive tout de suite. N'hésitez pas à lever la main. On vous écoute. Bon, merci. Madame Palanque, je suis une ancienne cadre de santé du CHU de Montpellier. Je suis retraitée.
Je voudrais remercier et féliciter donc la composition des membres donc, de cette table ronde qui permet donc de souligner, donc j'ai pas de questions mais je veux rapidement faire plutôt un petit apport qui permet de souligner l'importance de la formation initiale de l'IFSI qui est rentrée dans un processus d'universitarisation. Et il est important de faire reconnaître justement dès la formation initiale l'importance de l'évolution de ce métier. Le deuxième point, il a été abordé, l'évolution du métier vers donc l'IPA. Et je félicite donc toutes les initiatives de ces nouveaux infirmiers, donc IPA, qui ont souligné dans le travail personnel au service justement de l'évolution du métier infirmier au bénéfice donc du patient. Le troisième point, il est important de souligner ce lien entre ville et hôpital qui fait écho avec mon quatrième point, ce partage de l'expertise. Cette expertise, je vous l'ai dit, elle émane de la formation initiale. Elle est complétée par ces formations, c'est un exemple, l'IPA. Et puisque la thématique aujourd'hui, elle est autour de la cancérologie, ce partage de l'expertise est fondamental. Et vous avez raison, madame aussi, de souligner le métier de l'infirmière libérale. Souvent, certains métiers sont dans l'ombre. Comme ils sont dans l'ombre, on ne les connaît pas. Et ce travail invisible mérite d'être mis justement en lumière. Il n'y a pas de compétition dans nos métiers. Il n'y a que du partage de l'expertise. Il a été dit tout à l'heure par le directeur général et aussi M. Yachou, l'important, c'est aussi les conditions donc, de travail. Le métier de soignant, quel qu'il soit, on peut l'élargir aussi au métier médical, il est difficile, et particulièrement dans ce secteur de cancérologie. Donc, pour être un bon accompagnateur vis-à-vis du patient, pour travailler en qualité, en sécurité, il faut aussi être bien donc, dans son travail. Et tout ça, je voulais en conclure, ce sont les centres de formation qui, justement, initient donc, ce travail donc, de collaboration, ce travail donc, de partage. Et je fais confiance donc, aux futurs infirmiers, infirmières. Voilà. Et je souligne, je veux dire, ce métier que j'ai exercé et que je ne regrette absolument pas. Voilà, merci. Merci beaucoup, madame, pour à la fois ce très beau témoignage et ce rappel des messages essentiels. Je ne sais pas si ça appelle une réaction. Caroline Gineste, vous avez le micro. À ce titre-là, nous sommes venus accompagner aujourd'hui de Natacha Boutière, qui est une jeune infirmière qui a été diplômée en 2023 et qui, pour faire suite à notre propos, a préparé son parcours de stage et une analyse sur son expérience de formation et son expérience professionnelle. D'accord. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis Natacha Boutière. J'ai commencé ma carrière en tant qu'aide-soignante il y a une dizaine d'années. Et en fait, j'ai travaillé dans différents services comme la médecine palliative, par exemple. Une expérience diversifiée et enrichissante m'a permis d'acquérir une compréhension approfondie des besoins des patients dans différents contextes de soins. Et en 2020, j'ai souhaité évoluer vers le métier d'infirmière. Donc, je suis entrée en formation. Et issue de la promotion professionnelle, actuellement, je travaille en rhumatologie, sachant que je voulais à la base intégrer une unité de soins palliatifs en tant qu'infirmière. Mon parcours de stage, j'ai eu la chance d'avoir un parcours de stage en lien avec mon projet professionnel. Donc j'ai fait un stage en chirurgie gynécologique où il y a surtout des pathologies comme le cancer du sein et ses annexes. Et j'ai fait aussi un stage en SSR onco-hématologie avec toutes les hémopathies qu'on rencontre. Et j'ai fait un autre stage en médecine palliative à l'ICM où j'ai beaucoup apprécié et j'ai découvert le travail en équipe, en binôme et en interpluridisciplinarité.
Je voulais dire aussi que les connaissances théoriques qu'on apprend en formation nous permettent d'avoir quand même une compréhension approfondie des différents types de cancers et de leur physiopathologie, des différents symptômes et des différents traitements ainsi que les effets secondaires possibles. L'unité d'enseignement de soins palliatifs, les formateurs insistent sur l'importance de la communication verbale et non verbale, très importante pour créer une relation de soins et de confiance avec le patient et la famille. Et ensuite, ils nous enseignent le rôle essentiel de l'infirmière dans le soutien émotionnel qu'elle apporte au patient en écoutant ses angoisses et ses préoccupations. Et ils nous informent aussi sur l'importance du travail en collaboration. Les travaux pratiques en simulation nous préparent à des situations de soins fréquentes et réelles. Ça n'apporte pas des solutions, mais ça donne quand même une idée de ce qui pourrait être vu sur le terrain. Donc ça nous donne quand même des clés pour agir. Et ensuite, tout ce que la formation nous enseigne, en fait, on en prend la mesure que quand on est sur le terrain. Donc les stages, c'est très important à ce niveau-là. Quand on est face aux patients et à ses angoisses, à ses préoccupations, on est vraiment là pour les écouter. Et c'est là qu'on comprend l'importance de l'écoute dont les formateurs nous parlaient, et éventuellement aussi les silences, par exemple, dont on nous parle souvent et qu'on ne comprend pas forcément de suite l'importance. Et, tous ces apports théoriques qu'on acquiert en formation, en fait, en lien avec la cancérologie, sont aussi transférables dans n'importe quel autre secteur de soins, j'ai envie de dire ça. Parce qu'aujourd'hui, dans ma pratique professionnelle, je ne suis peut-être pas en soins palliatifs, mais en attendant, j'essaie quand même de donner une communication au maximum avec les patients et afin de répondre à leurs besoins, et à leurs préoccupations. Et j'essaie aussi d'être auprès des familles. Voilà. Et j'essaie d'enrichir aussi le soin en réfléchissant à ce que je fais pour ne pas être une simple exécutante. Et je m'attelle aussi à établir une communication avec l'équipe médicale pour améliorer la prise en soin. Merci. Merci là encore pour ce beau témoignage. Je pense qu'on peut vous applaudir vraiment. C'est avec une grande dose d'humanisme et d'humanité. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, nous avons une question, madame. C'était pas vraiment prévu, mais je me lance, je rebondis sur ce témoignage parce que moi je suis Laetitia Clavé-Levert, je suis formatrice à l'école d'infirmiers de bloc opératoire et je suis très investie sur le domaine du cancer parce que je préside une association de lutte contre le cancer du cerveau. Donc je partage complètement tout ce qui vient d'être dit, notamment sur les infirmiers libéraux, sur les infirmiers de soins et aussi sur les infirmiers de coordination qui sont... j'espère en tout cas des postes qui vont être de plus en plus nombreux parce qu'avec les thérapies qui se font effectivement de plus en plus par médicaments, le parcours hôpital, ville est très complexe pour les familles et je peux en témoigner par les familles qu'on accompagne au quotidien. Et je rebondis aussi parce qu'il y a dans cette salle ici présente des infirmiers de bloc opératoire étudiants, donc 26 étudiants. Et pourquoi je les ai fait venir à cette journée alors que finalement c'est pas sur le bloc opératoire, c'est parce que justement on prend en soin des patients qui sont touchés pour certaines chirurgies par le cancer sur des temps très courts. Et c'est vrai que c'est important de prendre toute cette dimension-là aussi dans cet accompagnement qui est très anxiogène pour le patient qui se fait opérer. Et que tous, en fait, quelle que soit la catégorie de métier qu'on a, quelles que soient nos missions, on est vraiment en contact avec ce patient et on a tous un rôle à jouer en coordination, quoi. Voilà. Donc, merci pour cette thématique. Merci à vous et merci à vos étudiants d'être présents. Voilà, ils vous applaudissent. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question ou demande de parole? Oui, Madame Cazeneuve, pardon. Je vous remercie de ce que vous venez de dire parce que justement, ça va me permettre de passer la parole à une de mes collègues, Marie Pérez, qui est là et qui fait une petite expérimentation sur son territoire puisqu'elle
Elle va vous l'expliquer si vous voulez lui passer un micro, s'il vous plaît, ça va être Oui. très court. Mais justement sur le dispositif d'annonce et comment on peut tenir exactement ce qui a été fait dans l'institution et qu'on arrive à faire suivre ce fil dans une véritable harmonie et voilà, et esprit d'équipe totale du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Alors en 1 minute, on arrive déjà au terme de notre table ronde. On vous écoute, madame. Je vais essayer d'aller vite parce que le projet me passionne. Donc, je suis infirmière libérale dans le Tarn au sein d'une maison de santé. Je suis aussi référente de projet sur ma CPTS. Donc là, j'ai un projet de consultation infirmière de ville sur le suivi des patients en oncologie. Le but de ces entretiens vont se situer juste après la consultation d'annonce. C'est parti du constat qu'un patient en consultation d'annonce, même repris avec l'infirmier d'annonce, ressort de ces entretiens en ayant retenu très peu d'informations. Nous le voyons sur le terrain. Nous débarquons, nous, infirmiers libéraux, au moment de la prise de sang. Parce qu'au final, un patient suivi en cancérologie ne voit son infirmière que pour ses prises de sang. Nous arrivons et le patient est perdu au milieu de ses traitements, de ses rendez-vous, en panique. Nous avons, en gros, sur nos plannings, 1/4 d'heure à lui consacrer, ce qui est bien trop peu. Donc, j'ai décidé de créer cette consultation et je suis appuyée par l'URSPS infirmier d'Occitanie. Je suis soutenue également par ma SMSP et ma CPTS qui veut créer autour de ça un parcours ville-hôpital. Donc, la consultation reprendrait avec le patient ce qu'il a compris de sa consultation d'annonce, compréhension de la maladie, du traitement, la gestion des effets secondaires et aussi une prise en charge globale aussi du patient, la gestion de son anxiété, de sa fatigue. Éventuellement, baser tout ça sur des échelles d'évaluation, toujours en constant lien avec le médecin de ville aussi, qui est souvent mis hors du parcours du patient en cancérologie et aussi refaire un retour du coup vers la ville. Voilà, là, je travaille en partenariat du coup avec le CHIC de Castres et j'espère avec l'Oncopole de Toulouse prochainement. Voilà. Très bien. Merci à vous. Nous arrivons déjà malheureusement au terme de cette table ronde. Il nous reste à vous remercier, à vous applaudir parce que vraiment c'était extrêmement riche. Et nous allons continuer dans la richesse de ce qui va vous être présenté puisque un certain nombre d'expériences, d'exercices donc, vont maintenant vous être présentés, vont se succéder et notamment, merci beaucoup. Et donc je vais appeler donc, pour la première présentation Monsieur Lucien Bail, qui est infirmier en hôpital de jour à l'Institut du cancer de Montpellier et qui va donc précisément nous parler du dispositif d'annonce et de l'entretien d'accompagnement infirmier. Bonjour et merci également d'être là et de partager donc, votre expérience. Merci à vous. Donc du coup, oui, je travaille à l'hôpital de jour à l'Institut du cancer de Montpellier et je viens vous parler de l'entretien d'accompagnement infirmier dans le dispositif d'annonce. Donc je pense que c'est important de se rappeler d'où vient le dispositif d'annonce. Donc ça, c'est le plan cancer de 2005 en fait, qui dit que il faut qu'on accompagne et qu'on ait une meilleure qualité d'accompagnement pour nos patients parce que en fait, l'arrivée dans la maladie et l'annonce du cancer, c'est des événements qui peuvent être traumatiques pour eux. Et donc, du coup, il faut qu'on l'encadre correctement. Donc, le plan cancer dit qu'il faut que ça s'articule en 4 temps. On a un temps médical, un temps paramédical, un temps avec les équipes de soins de support et à distance, une consulte de synthèse en ville. Et nous, l'INCa, donc l'Institut national du cancer, il a préféré le définir en 5 temps, avec un premier temps pour l'hypothèse de la maladie, un deuxième temps pour le confirmer, un troisième temps pour proposer un projet de soins. Ensuite vient un 4e temps dont on va parler, c'est le temps avec l'accompagnement paramédical, et ensuite à distance, encore une fois, une consultation de synthèse en ville. Donc en fait, les entretiens d'accompagnement infirmier, aujourd'hui, chez nous, ils sont organisés du lundi au vendredi, et on en fait 4 par jour. Donc si vous voulez, nous, on prend notre poste, on est tous infirmiers, on n'a pas de spécialité particulière, on a juste été formés, mais on a tous le même diplôme, on est tous infirmiers diplômés d'État. Et donc on a 1/2 si vous voulez, le matin quand on arrive, pour préparer nos entretiens. Donc on regarde les dernières consultations médicales, les RCP,
Et les fiches d'hospitalisation ou les oncologues référents en fait, des patients vont définir quels vont être les protocoles de chimiothérapie. Et en fait, en fonction des pathologies et des protocoles de chimio, déjà nous, ça va nous orienter sur qu'est-ce qu'on va pouvoir aborder pendant cet entretien. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc en fait, l'idée c'est d'accueillir le patient dans nos locaux. Donc on a un bureau à disposition avec un ordinateur et on a 3 formes pour ces entretiens d'accompagnement d'entretien d'accompagnement infirmier, pardon. Il y a 3 formes. On peut les faire soit en présentiel, en visio ou par téléphone. On reviendra Au choix du patient ? Pardon ? Au choix du patient ou... Alors en fait, il faut savoir que ce n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Donc du coup, c'est aux frais des patients. Et nous, à l'Institut du cancer de Montpellier, on a des patients qui viennent de départements, voire de régions différentes. Et certains, ils peuvent faire jusqu'à 4 heures de route aller-retour. Donc oui, pour le confort. S'ils ont d'autres examens qui sont prévus ce jour-là sur site, ils peuvent du coup, parce que les autres examens sont pris en compte par l'assurance maladie. Sinon, oui, en général, ils préfèrent les faire à distance. Voilà. Donc on accueille le patient très souvent avec un accompagnant, parce que 2 paires d'oreilles, c'est quand même mieux pour retenir ce qu'on a à dire. Et en fait, c'est un entretien semi-directif qui dure à peu près 45 minutes. Et à la fin, on a 15 minutes pour faire notre travail de traçabilité. Donc on repart de ce que le patient a compris, on reformule, on le réassure. Et c'est un temps qui est hyper important parce que pour le patient, c'est le premier contact qu'il va avoir avec un infirmier de l'hôpital de jour. Donc ça va être décisif pour la suite de la prise en soin. Donc il faut vraiment installer un climat de confiance, que ce soit confortable pour le patient et pouvoir répondre aux questions qu'il a et éclairer certaines zones d'ombre qu'il peut avoir. Il n'y a rien qui est figé dans le temps, en fait, parce qu'on est quand même sur un contexte qui est un petit peu particulier avec l'annonce de la maladie. Donc parfois, ils ont des questions, parfois moins, mais rien n'est figé. À tout moment, pendant leur prise en soin, on pourra répondre à ces questions. Là, c'est surtout cet entretien, il est fait pour pouvoir dégrossir un petit peu l'activité et que le patient y vienne et qu'il soit plus serein et qu'il soit plus rassuré. On a un outil de traçabilité qui prend en compte, en fait, si vous voulez, les soins de support. Donc ça, c'est merveilleux chez nous à l'ICM, c'est qu'on a les soins de support et c'est génial parce que ça permet à plein d'acteurs de santé différents de graviter directement autour du patient sur un seul site. Donc on peut voir avec le patient pendant cet entretien s'il a des besoins en kinésithérapie, s'il y a des douleurs qui sont mal gérées à la maison, l'algologie. On peut voir s'il est dans une démarche d'arrêter de fumer. Est-ce qu'il souhaite rencontrer des tabacologues ? Ça peut être maintenant, ça peut être plus tard. Ce que je vous ai dit, il n'y a rien qui est figé dans le temps. Donc, à tout moment, on peut en reparler pendant le parcours de soins du patient. Et parfois, il y a certaines questions auxquelles on n'a pas de réponse. Et donc, du coup, à distance de l'entretien, quand on n'est plus avec le patient, on envoie un mail ou on appelle les oncologues référents pour avoir des réponses à certaines questions. Nos oncologues, ils sont super accessibles, donc ça nous permet d'avoir des réponses très rapidement. Et après, on recontacte le patient, on lui laisse un mail. Quand c'est par téléphone ou en visio, on peut leur laisser certains documents qu'on a déjà scannés par mail. Comme ça, ils ont des informations à la maison qu'ils peuvent consulter avant de revenir pour faire leur première cure de chimiothérapie. On a parlé beaucoup de l'accompagnement des aidants. Est-ce que vous pouvez aussi les prendre en charge, entre guillemets, en tout cas leur parler aussi, leur donner des conseils à ce moment-là, ou c'est vraiment un moment réservé aux patients ? Alors, c'est un moment qui est réservé au patient et à son accompagnant. Parce qu'en fait, l'accompagnant aussi, vu qu'il est là pour aider, il est proche du patient, il faut qu'il ait certaines informations aussi. C'est important de savoir comment on organise un quotidien comme ça. Donc il y a des temps qui sont là aussi pour les accompagnants. On a eu quelques cas où parfois on propose, le patient peut voir des psychologues sur la structure, et parfois on peut proposer aux accompagnants aussi, dans certains cas. D'accord, très bien. Et j'imagine que ça vous demande aussi d'être... très psychologue, enfin, je ne sais pas comment le formuler, mais j'imagine que ça peut être beaucoup d'angoisse de la part des patients, ce moment de l'annonce, donc qu'il faut aussi savoir rassurer, peut-être orienter vers des professionnels en cas de besoin. Enfin, je pense en particulier à des psychologues, ou est-ce que voilà, vous assumez aussi cette mission de réassurance et d'accompagnement ? On assure cette mission de réassurance et d'accompagnement et on réoriente les patients aux besoins. Bien évidemment, on a chacun notre rôle à jouer dans le parcours du patient. Donc on ne se permettra jamais de remplacer un psychologue et on leur propose systématiquement en consultation, s'ils en souhaitent en voir un actuellement, ça peut ne pas être le cas, ils ont l'information pour savoir que plus tard, ils peuvent le faire.
Et peut-être une dernière question, la présence des soins de support, j'imagine aussi que c'est une aide, en tout cas pour vous et bien évidemment pour le patient, hein, puisque vous proposez ces soins. Vous pouvez nous rappeler peut-être en quelques mots ce que sont les soins de support et effectivement si ça aide dans ce début de parcours. Les soins de support, du coup, ils vont pouvoir intervenir sur... Nous, on va traiter directement la pathologie avec les traitements en hôpital de jour et les soins de support vont pouvoir s'occuper de tout le reste, en fait, tout ce qui est à côté. On a la prise en soin de nos patients, elle est vraiment pluriprofessionnelle et c'est merveilleux pour eux, en fait, ça va leur permettre d'être complets sur les prises en soin. Très bien. Vous voulez ajouter quelque chose en conclusion, peut-être ? Je voulais juste rajouter quelque chose, c'est qu'on fait ça depuis fin 2021, les entretiens d'accompagnement infirmier, mais ce n'est pas nouveau. C'est juste génial parce qu'on a pu dégager ce temps-là. Avant, c'était un temps qu'on prenait dans nos soins, donc parfois on accumulait une charge de travail, par exemple, et aujourd'hui on a un vrai temps qui est dédié pour nos patients. Sur l'année 2023, jusqu'à fin septembre, on en a réalisé 590. On en a 52% en présentiel et 39% qui ont été faits en visio. Et je me permets d'insister sur la visio, en fait, parce que c'est quelque chose on avait beaucoup de collègues qui étaient assez réticents à l'idée de mettre en place la visioconférence. Mais c'est génial parce qu'en fait, on a un patient qui est chez lui, dans son environnement, qui est plus détendu. Et pour vous remettre le contexte, fin 2021, dans les hôpitaux, tout le monde porte le masque. Donc la visio, c'était l'occasion de voir les sourires des patients, leurs craintes, leurs inquiétudes, et d'interagir avec les émotions du patient directement en face. Et on a vu qu'en fait, quand ils revenaient chez nous pour faire leur première cure, eh bien, ils étaient vachement plus détendus. On a senti que c'était vraiment bénéfique. Et une toute dernière question, la durée de cet entretien, en moyenne, est-ce qu'il y a une durée définie ou est-ce que ça peut être très variable ? C'est ça, la durée définie, elle est de 1 heure. Donc on a 45 minutes avec l'entretien semi-directif qu'on mène et ensuite on s'accorde 15 minutes avec le travail de traçabilité. Merci beaucoup Lucien, il nous reste à vous applaudir pour cette présentation très riche. Merci beaucoup. Et donc, je vais maintenant appeler à nous rejoindre Éric Rodriguez, donc, qui est infirmier au centre Léon Bérard à Lyon. Bonjour Éric, et vous allez nous parler d'un exemple de protocole de coopération médico-soignant avec donc, la pose de dispositifs veineux implantables par un infirmier. C'est à vous. Merci, bonjour à tous et à toutes. Merci à l'organisation de nous avoir proposé de venir vous parler ici. Donc, je suis Éric Rodriguez, je suis infirmier anesthésiste. Et donc, je représente ici l'unité d'accès vasculaire du centre Léon Bérard. Alors, pourquoi une unité d'accès vasculaire ? Parce que dans le parcours de notre patient en cancérologie, il y a un maillon indispensable, c'est l'accès vasculaire. Il est indispensable que nos patients, la quasi-totalité d'entre eux, aient un accès vasculaire pour le temps de leur traitement. Vous pouvez rapprocher un peu le micro, s'il vous plaît. Oui, c'est mieux comme ça ? Bon, super. Excusez, j'ai pas l'habitude. En pratique, on est parti il y a une dizaine d'années d'une idée, c'est que on avait à peu près besoin de 1500 cathéters par an pour la prise en charge de la totalité de nos patients. Et seuls nos médecins anesthésistes les posaient. Et avec toute la bonne volonté et le temps dont ils disposaient, ils ne pouvaient pas en poser plus de 600 environ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on envoyait nos patients dans des cliniques privées aux alentours du centre et on leur demandait de nous poser nos chambres. Alors, pour certains, c'était bien, pour d'autres, c'était un peu moins bien, avec des dépassements d'honoraires, des détails, etc. Et puis surtout, le temps d'avoir la chambre était relativement long. On avait 1 semaine, 15 jours, 3 semaines pour avoir une chambre. Ça veut dire qu'on commençait beaucoup de traitements, parce que le temps est court en cancérologie, sur des voies veineuses périphériques. Et ça, c'était terrible. La chimiothérapie sur voies veineuses périphériques, c'était vraiment quelque chose de très compliqué. Donc l'idée, c'était, suite à la loi de Madame Bachelot, 2009, de créer un protocole de coopération nous permettant à nous, infirmières, ce n'est pas spécialement réservé aux infirmiers anesthésistes, même si on est 5 sur 8 à être infirmiers anesthésistes, les autres sont infirmiers de bloc opératoire, ou même infirmières DE, dans notre service, dans notre hôpital de jour. Ça nous a permis à nous de monter en progression assez rapidement. Alors aujourd'hui, les besoins de nos patients, comme on a grossi, ont augmenté énormément. 10 ans plus tard, le résultat, c'est que nos 8 poseurs, on pose à peu près, on a posé en 2022 3220 cathéters, grosso modo, à nos 8, que le délai pour obtenir une chambre implantable au centre Léon Bérard, c'est 48 heures aujourd'hui, 72 au grand maximum. Pour un PICC-Line, cathéter de bras, qui sert pour d'autres types de traitements, c'est 24-48 heures, voire plage d'urgence, puisqu'effectivement, on a deux plages d'urgence chaque jour pour prendre en charge les patients qui ne peuvent pas attendre. Vous devez les connaître dans vos services. La leucémie aiguë, il faut la chimio rapidement, etc. Donc on s'organise pour que la file active soit faite dans un délai très court. Voilà, c'est le résultat aujourd'hui, on en est très content. Nous, ça nous a apporté énormément de choses. D'abord l'aspect technique, indiscutable,
l'échographie, la ponction sous échographie, la chirurgie pour l'implantation du boîtier, enfin, etc. C'est des détails. Et puis en plus, ça nous a apporté la possibilité à nous, infirmiers, infirmières, d'avoir une relation particulière avec nos patients. On arrive le matin, on a une salle dédiée. On est avec, nous on est servi par une aide-soignante qui nous jette le petit matériel sur la table. Et c'est nous qui prenons en charge, on a un planning, 8 patients à voir, plus 2 places d'urgence le soir. Et c'est nous qui organisons la journée comme on le veut. On a un médecin délégant, attitré quotidiennement, qui peut intervenir à tout instant si on en a besoin, mais qui peut ne pas intervenir si on n'a pas de complications, ce qui nous arrive le plus souvent, et c'est tant mieux. Voilà. Ce temps dédié, ça nous permet de prendre en charge nos patients, j'allais dire à la cadence qu'on veut, entre guillemets. On a grosso modo 45 minutes, 1 heure pour poser une chambre implantable, on a 30-35 minutes pour poser un PICC line. Si le premier patient arrive avec une détresse extrême, beaucoup d'angoisse, d'anxiété, etc., il faut prendre du temps pour lui, et on va prendre le temps pour lui. Son cathéter à lui durera 1h30, et puis le suivant qui en est à son 3e ou 4e cathéter, qui connaît bien le geste, qu'on connaît même peut-être, lui on lui consacrera un petit peu moins de temps, mais on arrivera à équilibrer notre journée. Cette autonomie, elle est magnifique, elle nous aide beaucoup, elle nous a permis à nous de trouver un petit plus en tant que professionnels, et c'est vraiment très agréable. On a développé aussi ensemble toute une formation autour de la communication thérapeutique, très importante, savoir parler, expliquer la pédagogie. Vous le connaissez, vous, dans vos quotidiens. C'est très important de pouvoir se positionner, de parler, d'échanger avec les patients et de leur expliquer comment va se dérouler le geste, que ce n'est pas un geste douloureux, même s'ils ont très peur, et de leur expliquer les choses. On a un exemple très criant, c'est nous, on a monté au Centre Lombera ce qu'on appelle SOS Sein. Vous connaissez peut-être, qui s'est peut-être développé ailleurs, je ne sais pas. En résumé, lundi matin, vous avez 35 ans, vous prenez une douche et vous sentez que vous avez une boule dans le sein. Vous allez voir votre médecin le soir même, votre radiologue le lendemain, et vous avez 48 heures après un rendez-vous au Centre Lombérard pour une relecture de votre mammographie. La première personne qui va faire un geste thérapeutique pour vous, après l'annonce dont on vient de parler précédemment, c'est nous. C'est nous qui allons être les premiers acteurs parce qu'on va poser la chambre ou le PICC line à ce patient. Et ces patientes, elles ont pris une gifle terrible. 15 jours avant, imaginez-vous, qu'est-ce que vous faisiez, vous, 15 jours, il y a 15 jours, lundi dernier, réfléchissez chacun. C'est pas si loin que ça, elles ont à gérer ce premier geste. Cette prise en charge, elle mérite du temps, elle mérite une bonne communication, elle mérite une prise en charge qui soit vraiment extrêmement sympa. Et on essaie de tout faire pour que ça se passe bien. Voilà. Et ça se passe très bien, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune chimiothérapie faite au Centre Lombérard sur une voie veineuse périphérique. C'est plus possible. Ça arrive de manière anecdotique, mais souvent pour des produits qui peuvent accepter une séance sur voie périphérique, tout le reste. Voilà. En plus, on a mis en place un système de suivi. On a à peu près 5000 cathéters, une file active de 5000 cathéters répartis dans toute la région Rhône-Alpes, parce que je suis lyonnais, moi, Rhône-Alpes-Auvergne, de patients qui vivent avec leurs cathéters pendant des semaines, des mois, voire des années, et qui parfois ont des petits doutes, des petits soucis, des petites rougeurs, des gratouilles, de la fièvre, etc. Il faut qu'on leur réponde. Ils ont une ligne, une hotline, où ils peuvent nous appeler pour nous poser des questions. Et nous, on organise, si besoin, leur retour au centre pour prendre en charge une éventuelle complication. Cette hotline, elle est ouverte aussi aux infirmières libérales, qui sont à l'extérieur, qui prennent en charge, en HAD, RSAD, qui prennent en charge nos patients. Elles peuvent nous appeler en disant « j'ai ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» On s'envoie une photo, on parle, on communique et on crée le lien. On est le maillon organisationnel pour cet accès vasculaire. Et les patients sont très contents, indiscutablement. Et les infirmières, les acteurs de l'extérieur sont aussi très contents d'avoir des références et de savoir que une complication. Voilà, on a des infirmières qui nous appellent en disant « je suis désolé, j'ai un patient, il n'est pas de chez vous, mais est-ce que je peux faire ça ?» Voilà, on est là aussi pour informer. Et c'est vraiment une avancée pour nous et un réel plaisir pour les professionnels que nous sommes. Alors, je dirais juste, en conclusion, moi j'ai 53 ans, tout le monde n'a pas 53 ans dans l'équipe, ils ont envoyé le doyen, l'équipe est plutôt 30 et quarantenaire. Donc c'est quelque chose qui est ouvert même aux jeunes. Hein. N'en doutez pas, si ça vous fait envie dans votre établissement. Voilà. Je pense que vous avez fait envie, ça je peux vous le confirmer. Peut-être une question, vous n'avez pas évoqué le changement des relations avec les patients, mais est-ce qu'il y a eu aussi un changement de relation avec les médecins et un changement du regard des médecins ? Oui, il y a un changement clair quand on acquiert une expertise, c'est le terme aujourd'hui, quand on commence à être un peu pro-expert dans son domaine, on a simplement un regard médical qui est différent. Il y a 10 ans, quand on appelait le médecin en disant « on a un problème avec votre patient, est-ce qu'on pourrait faire ça ?» Il disait « passez-moi le médecin ». On n'était pas crédible. Aujourd'hui, quand on appelle un oncologue, quel qu'il soit, en lui disant « on a un problème avec votre patient, on ne pourra pas faire ce geste-là », sa réponse aujourd'hui, c'est « qu'est-ce que vous proposez ?»
Ils savent qu'on est compétent dans le domaine, qu'on connaît nos limites, mais qu'ils peuvent nous faire confiance. Et ça, c'est très agréable et très valorisant pour nous d'avoir un regard médical qui soit un regard équilibré. Chacun sait où il est, chacun connaît ses attributions, mais ça nous permet d'avoir un regard et une reconnaissance qui est vraiment très riche pour nous. Merci beaucoup. Et donc, vous nous rappelez combien en 2022, plus de 3000 3220 et quelques cathéters, avec tout confondu. Une montée en charge qui a été rapide, j'imagine. Oui. Oui. Donc, c'est vraiment quelque chose qui séduit les professionnels et les patients. Très bien. Ben, je vous remercie beaucoup, Eric. Bonne Merci journée. pour votre témoignage. On vous applaudit. Et je propose maintenant que nous abordions le sujet d'un accompagnement très particulier qui est celui des enfants. Et pour cela, nous allons recevoir deux infirmières, donc Maëva Ribéron et Claire Zong, donc qui sont infirmières d'onco-hématologie pédiatrique au CHU de Montpellier. Bonjour mesdames. Je vous laisse donc là aussi présenter cet exercice effectivement particulier. Alors du coup, nous sommes infirmières puéricultrices toutes les deux. Nous travaillons sur le pôle mère-enfant à Arnaud de Villeneuve en hématologie pédiatrique. On est dans deux services différents mais complémentaires. Moi, je suis en service d'hospitalisation complète, en onco-hémato, et Claire est à l'unité de soins protégés. Dans les deux secteurs, on accueille les enfants âgés de quelques semaines à 25 ans, parce qu'on a une dérogation d'accueil pour les adolescents et jeunes adultes. Et dans nos services, la grande majorité des soignants sont formés aux spécificités de la pédiatrie. Donc moi, dans mon service, on accueille les enfants qui sont atteints de tumeurs dites solides, ostéosarcome, neuroblastome, rhabdomyosarcome, sarcome, et tout ce qui est hémopathie maligne, donc les leucémies aiguës, lymphoblastiques T et L, et les lymphomes de Hodgkin et autres. Donc nous, notre travail en tant que puéricultrice, il consiste principalement dans ce secteur à accompagner les patients et leurs familles dans le bilan de découverte. Donc les accompagner au moment des examens de diagnostic, les bilans sanguins, participer aux ponctions lombaires, les myélogrammes, tout ce qui est imagerie, RM, scanner, radiographie, échographie. On les accompagne aussi lors de l'annonce de la pathologie cancéreuse et la présentation du plan de soins personnalisé. Donc les médecins font l'annonce et nous, notre présence permet de reprendre avec eux à l'issue de l'entretien d'annonce, enfin, des différents entretiens d'annonce, les termes qui ont été employés, de répondre aux premières questions et de retransmettre à l'équipe ce qui a été annoncé, comment ça a été vécu au moment de l'entretien, le ressenti de la famille, et de pouvoir travailler ensuite autour de ça tous ensemble. On oriente aussi les familles vers les différents intervenants, donc assistantes sociales, le réseau, les diététiciennes, les psychologues. Et ensuite, après la pause du coup, de voie centrale, on débute les traitements curatifs avec les premières chimiothérapies sur plusieurs jours, avec des retours à domicile, plusieurs jours de latence, et après ils reviennent en hospitalisation. Ils peuvent aussi être hospitalisés chez nous pour la prise en soin des effets secondaires des chimios, donc les aplasies fébriles, la prise en charge des nausées qui ne sont pas gérables à la maison, les mucites, les infections et les besoins transfusionnels. On fait aussi de la réassurance téléphonique et on réoriente en cas de besoin de prise en charge médicale. Et on fait aussi de la prise en soins palliative et de l'accompagnement en fin de vie. On a à peu près 20% de décès par an. Alors, bonjour. Nos soins protégés, c'est une unité qui est conçue plus particulièrement pour les enfants qui sont en aplasie plus importante, qui sont donc très immunodéprimés dû aux cures de chimiothérapie intensive. C'est des locaux un peu particuliers parce que l'air est filtré afin d'assurer un maximum de protection pour ces enfants sans protection immunitaire, justement. Et certaines des chambres sont équipées de flux laminaires pour accueillir les greffes de moelle osseuse. Parce que c'est un secteur de greffe où on a à peu près entre 20 et 25 greffes par an. Les enfants sont greffés soit pour des pathologies malignes, des rechutes ou certaines leucémies, soit pour des pathologies autres comme des aplasies médulaires. Depuis 2019, on accueille aussi des patients pour des cartécelles. On en a 3 à 5 par an. Depuis environ 8 à 9 ans, ça s'est fait assez progressivement, mais on constate une évolution du public qui est accueilli et de la prise en charge. En effet, le développement des nouvelles lignes de traitement plus ciblées comme l'immunothérapie ou les cartécelles, ça augmente les possibilités de survie en cas d'échec des traitements de première ligne. Et donc, on va de plus en plus loin et ça se traduit aussi par une augmentation de la charge de travail et des durées d'hospitalisation qui sont plus longues et plus lourdes souvent, de manière plus intensive.
Tout cela, c'est dans un climat actuel un peu de manque d'effectifs et de difficultés dans certains centres. Alors au CHU, dans nos services à nous, on n'est pas trop concernés, mais ça, on a quand même des répercussions qui s'y traduisent. Par exemple, le manque de place chez les adultes nous a amené à prendre en soin des patients plus âgés, donc jusqu'à 25 ans, ce qui a considérablement modifié notre public accueilli et par conséquent notre prise en charge. Ça a modifié nos pratiques et ce changement a nécessité un temps de formation supplémentaire, car on ne prend pas là du tout de manière identique, en soins de manière identique un enfant de 2 ans et un adolescent de 18 ans. Ils n'ont pas du tout les mêmes besoins et ça nous demande une grande capacité d'adaptation. Là, je vais vous parler un peu plus du rôle de la puéricultrice. Alors, dans les services d'oncopédiatrie, le travail il est très riche et très varié. La technicité est très importante et aussi importante que le soin relationnel. Et donc, on a plusieurs rôles. Le premier étant quand même la mise en œuvre des traitements selon les prescriptions médicales et les règles d'asepsie. C'est assurer des soins techniques en lien avec la pathologie et l'état clinique du patient. Alors, jeunes diplômés, des fois, on aime bien aussi à la sortie d'école de faire pas mal de soins techniques. Il y a des transfusions, des pansements de voie centrale, des poses de sonde nasogastrique, des chimiothérapies, des préparations stériles. Et la puéricultrice, elle doit aussi également acquérir et développer des compétences nécessaires pour assurer la prévention et le dépistage des complications dues au traitement et en informatique médicale. Elle a évidemment aussi un rôle d'écoute et de soutien psychologique important, de réconfort. Alors évidemment, il y a des psychologues, mais plus dans l'écoute et dans le réconfort dans le tous les jours, parce que c'est nous qui sommes en général au plus près avec les auxiliaires et on les côtoie tous les jours dans leur intimité. On a également aussi un rôle de maintien dans la relation avec le monde extérieur, surtout aux soins protégés. Les enfants, ils sont dans leur chambre, ils n'ont pas le droit de sortir de la chambre. La fratrie ne peut pas forcément venir suivant leur âge. S'ils sont petits, ils ne peuvent pas venir. Donc il y a un isolement physique qui est protecteur. Ils sont dans leur chambre pour limiter les infections, mais il y a aussi un isolement psychique et social avec la rupture de leur fratrie et des amis. On va essayer dès le début de créer au maximum une relation de confiance, parce qu'on s'est aperçu que, du coup, comme c'est des hospitalisations qui sont plutôt longues et répétées et très régulières, c'est des traitements souvent pendant à peu près 2 ans. Ils sont hospitalisés à peu près 1 an par intermittence. Donc c'est un vrai marathon pour les familles. Du coup, on a remarqué que pour une prise en soin soit mieux réussie, si dès le début on arrivait à mieux accompagner au moment de l'annonce, du coup on arrivait à mieux accompagner sur le reste de la maladie. Faire en sorte que le vécu des premiers soins qui sont souvent douloureux, donc sur les soins comme les ponctions lombaires, les myélogrammes, les pansements, si on arrive à faire en sorte qu'ils soient le moins traumatiques possible, d'anticiper au maximum l'anxiété et l'angoisse, ça conditionne en partie la relation de confiance avec le patient et sa famille, et ça conditionne une meilleure réussite dans le reste de parcours de soins. Une petite indication sur du coup, la spécificité de la pédiatrie, c'est que du coup on travaille avec la triade, parents, enfants et soignants, et que c'est important de trouver le bon fonctionnement dans toute cette dynamique, un bon fonctionnement avec l'enfant, avec sa famille, pour que chacun puisse trouver sa place et se sentir en confiance dans la relation de soins. Et on se pose beaucoup de questions du coup en pédiatrie sur la place du coup de tout le monde, comment faire en sorte que l'enfant se sente acteur de sa prise en charge alors que les soins lui sont imposés, comment laisser aux parents leur place décisionnelle alors que la prise en charge de la maladie impose de faire confiance aux médecins qui décident pour eux. Comment être présent auprès de l'enfant sans prendre trop de place et remettre le parent qui se sent dépossédé de son rôle au cœur de la prise en charge. C'est le type de questions qu'on est amené à se poser dans notre pratique. Alors, contrairement à l'adulte, le cancer chez l'enfant touche une personne qui est en plein développement moteur et psychique. Et donc, notre rôle, c'est de continuer à soutenir ce développement de l'enfant. Et pour ça, on n'est pas seul. Il y a toute une équipe. Il y a des éducateurs de jeunes enfants, des diététiciennes, des kinés, des clowns, des socio-esthéticiennes. Enfin, voilà, on est très nombreux. Et évidemment, il y a l'école. Ils peuvent continuer à suivre leur scolarité grâce au SAPAD. Donc, notre rôle en tant que puéricultrice, c'est de s'assurer que tout le monde puisse travailler avec les enfants, en respectant leur rythme à eux et les horaires de chacun. Et alors évidemment, on priorise, il y a quand même des soins prioritaires.
Mais la collaboration et le travail pluridisciplinaire, il est indispensable afin de répondre à tous les besoins de l'enfant. Un regard plus important est porté depuis quelques années sur la prise en charge des AJA. Les AJA, c'est les ados et jeunes adultes. Parce qu'en effet, c'est plus des enfants, mais c'est pas encore des adultes. Et il y a toute une complexité à comprendre la prise en charge dans leur phase de développement de l'adolescence. Il y a un besoin d'émancipation, puis en même temps, avec la maladie, il y a un besoin de proximité et de réassurance. Donc on est un peu sur cet équilibre-là. Il y a la perturbation de l'image corporelle quand on a un cancer et en plus quand on est ado. Voilà, donc c'est une vraie spécificité. Merci. Peut-être un mot de conclusion ? Un mot de conclusion. Alors... Mais c'était déjà très très riche, hein, donc merci beaucoup pour ça. Ouais, en conclusion, ce qui est bien en pédiatrie, c'est que du coup, surtout en oncopédiatrie, c'est qu'on a quand même beaucoup de moyens. On est très financé par les associations. Et ça nous permet aussi d'avoir, on en a parlé rapidement tout à l'heure, les soins de support qui sont très développés et qui du coup accompagnent les enfants et les aident à gérer au mieux, à pouvoir avoir autre chose pendant le temps de la maladie et à mieux gérer les effets secondaires. Et on a aussi une grande possibilité de formation parce que du coup on touche à plein de choses. Nous, dans nos services, moi, par exemple, pour ma part, je suis référente en cicatrisation, je suis référente en soins palliatifs, en douleur. En termes de transversalité, on a plein de possibilités, du coup, parce que ça touche à plein d'aspects. Bien sûr. Et vraiment, une large palette, là aussi, hein, de professionnels jusqu'aux clowns. J'ai bien entendu que vous les aviez mentionnés. Très important. Très bien. On vous applaudit. Merci beaucoup. Et nous allons donc maintenant passer à un autre exercice, donc, qui est la coordination des soins à domicile, hein, qui est là aussi un enjeu majeur. Et donc j'appelle à me rejoindre Lisa Mignon, qui est infirmière référente en HAD, donc hospitalisation à domicile auprès du groupe ADEN. Bonjour. Donc voilà, pouvez-vous nous parler de votre pratique ? Oui, bonjour à tous. Voilà, donc je suis Lisa Mignon, je suis une infirmière référente à l'HAD du groupe ADEN à Montpellier. Donc nous sommes un groupe associatif avec notamment plusieurs HAD. Donc nous avons le secteur de l'Hérault, Montpellier. Nous avons également une antenne dans le Gard, à Nîmes et à Alès, et également en région Aura, donc Lyon et Saint-Étienne. Nous avons également un côté prestataire, insulinothérapie, oxygénothérapie, avec qui nous travaillons en collaboration. Donc l'hospitalisation à domicile, qu'est-ce que c'est ? Ça permet d'assurer en fait au domicile de la personne, donc ça peut être le domicile privé, comme également l'EHPAD, qui est considéré comme un domicile. Il y a également les FAM, donc les foyers d'hébergement pour les personnes handicapées, et les MAS également, où nous intervenons. Donc nous assurons des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés en association avec les médecins hospitaliers, le médecin coordonnateur donc, de l'HAD et tous les professionnels paramédicaux et sociaux qui interviennent au domicile des patients. L'HAD concerne donc des personnes qui, en l'absence d'hospitalisation à domicile, resteraient hospitalisées en structure classique. Donc ça peut leur permettre de bénéficier des mêmes soins à la maison qu'à l'hôpital. Donc nous travaillons en étroite collaboration avec l'ICM notamment pour les patients en cancérologie. Nous prenons beaucoup de patients en soins palliatifs. Nous leur permettons de pouvoir rentrer à la maison tout en assurant la continuité des soins. Les mêmes soins qui sont effectués donc à l'ICM seront effectués à la maison avec des systèmes portatifs qui permettent d'assurer l'autonomie des patients à la maison, qui puissent profiter de leur famille et de leur environnement habituel. Nous avons une équipe pluridisciplinaire qualifiée, notamment en soins palliatifs. Donc nous avons 3 médecins à l'HAD, dont un diplômé en soins palliatifs, des équipes d'infirmières de coordination, une infirmière d'évaluation également qui réalise les préadmissions des patients,
et moi-même. Donc il y a un gros travail de coordination organisé par les IDEC qui ont un secteur de patients attribué à chacune, qui ont donc un vrai travail de mise en relation, de confiance avec les patients et les familles, parce qu'on s'appuie beaucoup sur la participation de l'entourage à domicile. C'est quelque chose vraiment de très important pour les prises en charge, que ça se passe bien, que les accompagnants soient également entourés. Pour ceci, nous avons également un assistant social qui travaille avec nous, qui peut mettre en place ce qu'on appelle un DSP, un dispositif de soins palliatifs. C'est une enveloppe en fait débloquée par la sécurité sociale, qui est de plusieurs milliers d'euros, qui peut permettre de mettre en place des aides à domicile, notamment des auxiliaires de vie, des aides ménagères, pour pouvoir soulager les familles et les patients sur les domiciles. Et ça, ce n'est possible qu'en HAD. Donc nous pouvons le faire sur les EHPAD, sur les autres établissements d'hébergement et sur les domiciles. Donc nous sommes vraiment dans une optique de bienveillance et de compréhension auprès des patients et des familles. Nous respectons les choix des patients, nous sommes dans le respect de l'intimité du domicile également. Il faut savoir que la prise en charge à l'hôpital et à domicile, ce n'est pas du tout la même. Nous sommes chez le patient, donc nous nous adaptons vraiment à ses besoins. Et nous permettons donc d'adoucir la fin de vie de ces personnes à la maison. Donc il peut y avoir des projets de décès à domicile, ce que nous faisons bien sûr, et des projets donc, de retour à domicile, puis de décès en structure hospitalière. Voilà. Donc nous assurons toute la coordination et les liens entre l'hôpital et la maison. Donc voilà. Nous avons bien sûr d'autres indications, les suivis de chimiothérapie. Nous avons également pour projet de réaliser des chimiothérapies dans le futur à domicile. Nous avons également des antibiothérapies IV, donc pour des patients par exemple qui ont des verrous sur les portes à 4, nous pouvons les prendre en charge à la maison. Nous prenons également en charge des pansements complexes qui peuvent durer plus de 30 minutes, donc que ce soit en EHPAD ou à domicile. Nous réalisons également quelque chose qui est important, je pense, d'aborder, c'est la sédation profonde et continue. Donc ça, nous pouvons tout à fait le mettre en place à domicile et nous le faisons de façon régulière à la maison. Donc juste peut-être une précision, oui. Sédation profonde et continue, dans le cadre de la loi Leonetti, on est vraiment dans la toute fin de vie. Tout à fait. D'accord. Voilà, alors c'est quelque chose de très encadré par la loi. Donc c'est, je vous le rappelle, l'administration d'un traitement médicamenteux qui diminue la vigilance et qui peut aller jusqu'à la perte de conscience. Donc c'est soumis à des critères très précis, très encadré par la loi. Donc il y a notamment 4 critères essentiels. Il faut qu'il y ait une maladie incurable, que ce soit la volonté du patient exprimée, que le pronostic vital soit engagé à court terme, donc environ à 15 jours, et qu'il y ait des symptômes réfractaires non soulagés par les traitements habituels. Donc il y a des réunions de concertation collégiale avec plusieurs intervenants qui sont obligatoires avant de mettre en place la sédation profonde et continue, notamment avec un médecin spécialisé en soins palliatifs, donc qui fait partie de notre structure, donc c'est facilement réalisable avec l'HAD du groupe ADEN. Il faut qu'il y ait par exemple le médecin traitant, l'oncologue, nous faisons des visios également avec les oncologues au domicile des patients. Donc voilà, ça peut permettre de soulager les fins de vie au domicile. Ça peut se faire de façon préparée ou de façon urgente, par exemple pour des grosses détresses respiratoires brutales au domicile. Nous pouvons réaliser donc des sédations profondes et continues pour soulager les patients. Voilà. Merci beaucoup. J'ai peut-être une question qui rejoint celle que j'avais posée à Lucien Bail. J'imagine que là aussi, un accompagnement peut-être des familles, des proches aidants,
parce que vous n'êtes pas Tout là à fait. 24 heures sur 24. Donc, comment ça se passe? Et est-ce qu'un proche aidant a, par exemple, la possibilité de vous appeler s'il se trouve en difficulté? Alors, tout à fait. Il faut savoir que l'HAD, c'est une hospitalisation. Donc, ça implique que nous sommes d'astreinte, c'est-à-dire que nous avons une astreinte 24 heures sur 24. Nous sommes joignables 7 jours sur 7, ce qui est très rassurant pour les familles et pour la continuité des soins. Donc, nous pouvons être amenés à nous déplacer même la nuit chez les patients. Nous avons un médecin d'astreinte, une infirmière H24. Donc, nous réalisons un accompagnement spécifique en fait des patients, et nous avons également une psychologue qui peut prendre en charge donc les patients, mais également les familles. Donc, les accompagnants peuvent bénéficier de cet accompagnement psychologique, et notamment même jusqu'à 3 mois après l'arrêt de l'HAD. Donc, il y a une vraie continuité et une vraie prise en charge globale en fait à tous les niveaux de nos patients et de leurs accompagnants. Merci beaucoup, Lisa Mignon. On vous applaudit. Merci pour là aussi la richesse de votre témoignage. Merci beaucoup. Et donc le dernier, un partage d'expérience qui va nous être présenté, donc va l'être par 3 infirmiers en pratique avancée. Donc j'appelle à me rejoindre Gaëlle Barre, donc infirmière en pratique avancée à l'Institut du cancer de Montpellier, Laure Ménadier-Tichet, qui est également infirmière de pratique avancée au CHU de Montpellier, et Loïc Van de Put, infirmier en pratique avancée, mais qui lui exerce en libéral. Donc Alexis Blanc nous en a un petit peu parlé, mais voilà, je vous laisse présenter là aussi toute la richesse de votre quotidien. Merci beaucoup. Donc effectivement, on va essayer de vous présenter chacun une facette différente, une façon différente d'exercer ce nouveau métier. Donc moi, je travaille depuis 12 ans à l'Institut du cancer de Montpellier et je suis diplômée infirmière en pratique avancée depuis 2021, donc depuis 2 ans. Et je coordonne, j'accompagne des patientes dans le parcours de rétablissement et dans toute la phase d'après-cancer, des patientes qui sont atteintes d'un cancer du sein non métastatique. On a construit ce parcours, et j'y tiens beaucoup, en se basant, en faisant vraiment une étude sur les besoins qui étaient non pourvus par cette catégorie de patientes, mais aussi par les professionnels avec lesquels j'allais avoir à travailler ensuite. Et il est apparu très clairement que c'était sur la phase d'après-cancer qu'à l'ICM, pour l'instant, il y avait des besoins qui étaient exprimés à la fois par les patientes et par les médecins, oncologues, radiothérapeutes et chirurgiens qui prennent en charge ces patientes pendant le traitement actif. Donc concrètement, je rencontre les patientes après l'orientation de leur médecin 2 à 3 mois après la fin des traitements actifs. Et ma prise en charge commence par une consultation de bilan extrêmement global avec la patiente. C'est un peu elle qui mène la danse. On revient sur le vécu de son parcours et on va venir identifier les problématiques qu'elle rencontre dans cette phase d'après-cancer. Les séquelles résiduelles des traitements actifs, souvent, la reprise du travail, mais aussi, et assez régulièrement, les effets secondaires de l'hormonothérapie, qui concernent 80% des patientes qui sont atteintes d'un cancer du sein. Et puis, à la suite de cet entretien, qui est un long entretien, on prend 1 heure, on va co-construire avec elle un parcours d'accompagnement qui est extrêmement personnalisé. Ça peut aller de pas grand-chose, s'il n'y a pas vraiment de besoin identifié. Elle a à ce moment-là mes coordonnées, elle peut revenir vers moi si des besoins arrivaient dans les mois qui suivent. Mais ça peut être aussi une prise en charge très complète avec toute l'équipe des soins de support avec lesquels je travaille. Bilan en activité physique, rencontre avec l'assistante sociale, psychologue, etc., etc. Moi, j'assure ensuite un suivi régulier avec les patientes. Là aussi, le suivi, la fréquence, l'intensité, il est tout à fait personnalisé, il est en fonction du besoin des patientes. Ça, c'est un premier aspect de mon travail. Et mon deuxième aspect, c'est que je réalise également, dans ce suivi au long cours, parce que ces patientes, après les traitements actifs, elles sont suivies pendant 5 ans au minimum, avec un rendez-vous semestriel médical et une imagerie de contrôle tous les ans. Et donc, je viens réaliser
certains de ces suivis semestriels. Là, je vais venir épauler les médecins dans des entretiens et des consultations qui sont très nombreuses pour eux, et ça leur libère du temps, et ça permet de se consacrer à, par exemple, des patientes qui sont en récidive, ou des cas très complexes pour lesquels, du coup, il bénéficie de plus de temps. Voilà. Merci. Vous vouliez ajouter quelque chose peut-être rapidement, ouais, juste pour laisser juste le temps à vos deux collègues. Les prérogatives de l'IPA, c'est aussi beaucoup les activités transversales, et, parce qu'on parle beaucoup de la clinique, et c'est super, c'est extrêmement important, mais les activités transversales sont hyper importantes aussi, la coordination de projets en équipe notamment. Par exemple, dans mon cas, j'ai monté autour de ce projet clinique un projet d'éducation thérapeutique avec des ateliers collectifs. Voilà, et donc j'ai été la petite main ouvrière de la coordination du projet, par exemple. Merci beaucoup Gaëlle. Laure ? Oui, bonjour. Alors moi, c'est Anne-Laure. Donc, je suis infirmière en pratique avancée au CHU de Montpellier et je travaille en consultation ORL. Donc, en fait, je suis les patients en post-cancer, post-traitement des cancers des voies aérodigestives supérieures qui me sont adressés par les médecins. Alors, comme le disait Gaëlle, nos sociétés savantes ont mis en place des calendriers de surveillance. Et du coup, pendant les 5 premières années, j'alterne cette surveillance avec soit le chirurgien, soit le radiothérapeute, soit le chimiothérapeute. Et au-delà de ces 5 ans, c'est un suivi annuel qui va être plus orienté en collaboration avec un ORL de ville ou le médecin traitant de ville. Donc concrètement, ma file active est composée de patients qui sont atteints de cancer au niveau de la cavité buccale, oropharynx et larynx. Donc ce sont des patients avec ce sont des chirurgies avec un fort délabrement et qui peut avoir un impact au niveau aussi fonctionnel. Donc il y a une importance sur tout ce qui est prise en charge autour de la voix, de la phonation, de la nutrition, et aussi, comme le disait Lucien, sur tout ce qui est gestion des addictions. Donc je vais avoir un rôle d'évaluation et d'orientation. Je vais avoir aussi un rôle au niveau de dépistage pour pouvoir déceler des points d'appel et les remettre sur une file active chirurgien pour pouvoir être traité. Mais je vais avoir un rôle essentiel, je pense, au niveau de l'éducation. Parce qu'au-delà de ces 5 ans, et même à long terme, c'est des patients qui retournent à la ville. Et ils doivent être capables d'avoir ces signes d'alerte qui les font revenir vers l'hôpital pour être pris en charge. Donc il y a un gros travail d'éducation thérapeutique. Il y a aussi un gros travail qui est fait avec les acteurs de la ville. Je pense notamment aux chirurgiens dentistes qui m'orientent des patients qui ont des lésions suspectes, les orthophonistes avec qui je travaille beaucoup aussi, les kinés sur des problèmes de drainage. Donc c'est une vraie collaboration entre l'hôpital et la ville, tous dans la prise en charge, l'amélioration de la prise en charge de nos patients. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand même, dans la conscience est modifiée par la pathologie, donc il faut être vecteur d'information et rappeler aux patients quels sont les conseils et tout ce qui est, je parlais des dentistes, l'hygiène bucco-dentaire, au niveau de l'alimentation. Donc on a vraiment un rôle essentiel sur ça pour orienter. Merci. Merci beaucoup. Loïc, c'est à vous. Donc vous exercez en libéral. Exactement. Bonjour à tous. Donc moi, Loïc Vandeput, je suis coprésident d'une CPTS également et effectivement infirmier en pratique avancée, en pathologie chronique stabilisée et polypathologie courante en soins primaires en maison de santé, donc en exercice coordonné. On parle du coup de cancérologie. Il faut savoir que moi, en tant qu'infirmier en pratique avancée, j'ai effectivement des patients qui sont suivis en cancérologie et qui ont des polypathologies, donc des pathologies chroniques aussi associées. Et dans ce cadre, effectivement, on parlait tout à l'heure de l'IPA. Donc l'IPA a une activité effectivement de
majoritairement 2 consultations cliniques, mais on va avoir un rôle qui sera transverse, qui va être capital. Ça va être un rôle qui va être tout ce qui est coordination de soins. Et j'entendais tout à l'heure qu'effectivement, on n'est pas sans savoir qu'à l'époque actuelle, on a une recrudescence quand même des maladies chroniques, du vieillissement de la population, donc avec une augmentation aussi des cancers. Et donc, l'enjeu qui se joue, ça va être quand même le maintien à domicile des personnes. Et sans finalement cette barrière que va être les soins primaires, on ne pourra pas faire grand-chose. Donc, l'idée de l'infirmier et du rôle de l'infirmier en pratique avancée en soins primaires, ça va être aussi d'être en lien notamment avec l'hôpital et de faire de la coordination de soins à l'hôpital, de faire également dans le cadre de l'exercice coordonné. On a l'habitude en cancérologie de le faire, c'est-à-dire des réunions de concertation pluriprofessionnelles. Donc nous, en maison de santé, on ne parle plus effectivement que du médecin généraliste, mais on va parler plutôt d'équipe traitante, donc, qui comprend tous les professionnels de santé associés, c'est-à-dire le médecin généraliste, effectivement là l'infirmier en pratique avancée, mais aussi les infirmiers libéraux qui travaillent à domicile, pharmaciens, kinésithérapeutes, et j'en passe, parce que la liste est longue. Et tous ces acteurs-là, tout cet exercice coordonné va permettre effectivement, en tout cas d'améliorer, d'essayer d'améliorer la qualité des soins autour du patient. Et c'est là où je veux en venir aussi au rôle de l'IPA en soins primaires. C'est que moi, je travaille actuellement avec 2 médecins généralistes, bientôt 3 médecins généralistes. Ça fait 1 an que je suis en maison de santé. Et le retour que j'ai au bout d'1 an des médecins généralistes avec qui je travaille, c'est qu'ils n'ont pas baissé en charge de travail puisqu'ils accueillent de nouveaux patients, des gens qui n'ont pas de médecin généraliste. Il faut savoir que sur le territoire de la CPTS, on a à peu près 10 à 12% des gens qui n'ont pas de médecin généraliste et qui sont en errance médicale. CPTS, Communauté professionnelle territoriale de santé. Voilà. Exactement. Et donc, c'est important qu'on puisse aussi prendre ces patients-là en charge et de les remettre sur un parcours de soins. Donc, je terminerai là-dessus, c'est que le rôle de l'IPA en soins primaires, il est, et à l'hôpital également, il a énormément de compétences, il y a des compétences transverses, et que peut-être que la clé du décloisonnement du lien ville-hôpital est peut-être dans l'augmentation du nombre d'IPA, que ce soit à l'hôpital ou en soins primaires, parce qu'actuellement on est quand même plutôt peu sur le plan national, et que je remarque que j'ai beaucoup de liens actuellement sur des IPA qui sont en hospitalier, et ça ouvre une richesse aussi sur la suite des soins et sur le lien entre la ville et l'hôpital. Je vous remercie vraiment. On vous applaudit tous les 3. C'est là aussi de très, très belles expériences. Merci, merci beaucoup à vous. On arrive donc déjà au terme de cette présentation, de toute la richesse, de la diversité du métier infirmier. Et voilà, donc merci d'y avoir assisté. Je vous propose de nous retrouver donc après le déjeuner, donc dès 14h, et nous aurons une session qui sera également consacrée au cancer, aux nouveaux traitements, avec notamment le professeur Marc Ichou, mais bien d'autres invités. Merci encore et à tout à l'heure. Bon appétit.